Bonsoir à tous, bienvenue à ces rendez-vous de l'économie de la CCI qui vont être ouverts dans un instant par Stéphane Yoto qui est élu à la CCI. Je vous donne juste quelques indications sur le déroulement de la soirée. Chacun des intervenants présentera un des aspects de ce sujet consacré donc au référentiel de la construction. L'idée étant de garder aussi un peu de temps à la fin pour les questions que vous aurez à poser aux uns et aux autres et terminer donc par un temps d'échange. Donc c'est Stéphane Yoto, élu à la CCI, qui va ouvrir ces rendez-vous. Bonsoir, donc je me présente, Stéphane Yoto, je suis élu à la CCI et je suis en charge notamment des relations avec le BTP. Nous sommes ici ce soir pour aborder un sujet qui concerne chacun d'entre nous, qu'on soit entreprise ou fournisseur du BTP, ou particulier ou souhaitant construire ou maître d'ouvrage. Je suis supposé vous dire que le RCNC, référentiel de la construction de la Nouvelle-Calédonie, qui est en vigueur depuis le 1er janvier, c'est un cadre qui sécurise le processus de construction pour toutes les parties prenantes. Pour les investisseurs, les sociétés d'assurance, ce sont des garanties en termes de solidité et de durabilité. Pour les professionnels de la construction, c'est pouvoir s'appuyer sur des matériaux agréés et valoriser leur savoir-faire. Voilà. Donc là, c'était ma casquette CCI. Maintenant, je vais prendre ma casquette entrepreneur du BTP ou entrepreneur qui est à la limite entre le BTP et l'industrie. Et je vais recommencer l'introduction. Alors, vous savez, il y a la théorie et puis il y a la réalité du terrain. Et le constat aujourd'hui que je fais en tant qu'entrepreneur du BTP, il est un peu amer. Et la pilule, elle est difficile à avaler. Et comme beaucoup d'entre vous, et j'espère que vous aurez beaucoup de questions à la fin, j'ai beaucoup de questions. Alors je vais prendre mon cas parce qu'au moins comme ça il est indiscutable, c'est pas des choses que j'invente. Donc mon assurance est RC Pro, elle est passée de 300 000 francs par an à une assurance RC décennale de 1,5 million par an. Donc vous faites le calcul, hein, c'est 5 fois plus. Est-ce que mes clients seront mieux assurés demain? J'en suis pas sûr, je l'espère en tout cas. La couverture décennale made in Nouvelle-Calédonie comprend la solidité de l'ouvrage, l'étanchéité de ses couvertures et de ses toitures, terrasses, et l'étanchéité de ses parois enterrées. Alors moi, je vous pose la question, je fais de la menuiserie aluminium, pourquoi est-ce que je paye 5 fois plus qu'avant? Je n'ai pas la réponse. 40% de mon chiffre d'affaires concerne des petits travaux de rénovation, non couverts par une décennale. Pourquoi est-ce que l'intégralité de mon chiffre d'affaires sert de base de calcul pour cette nouvelle assurance? Je ne sais pas. J'ai voulu être bon élève, j'ai envoyé ma responsable de production à la première formation RCNC proposée par le FIAF. À la fin de cette formation, on a eu le droit à un mini-audit. Je peux vous dire que la colonne des non-conformités était très longue et je crois qu'on avait eu un seul point satisfaisant. Ça veut dire que si je ne veux pas fermer ma boîte dans 3 ans, j'ai beaucoup de travail à faire et c'est un peu pas tout à fait ce que j'avais prévu. Mais bon. Et puis je vais m'arrêter là, parce que je pourrais continuer une petite demi-heure sur le sujet, mais ce n'est pas le principe, puisque nos invités ici présents sont là pour ça. Mais vraiment, je vous invite tous à vous exprimer à la fin, à la fois pour poser des questions, mais aussi pour faire remonter votre ressenti. Alors, ce soir, nous accueillons les principales parties prenantes de ce nouveau référentiel. Monsieur Jamil Abdelaziz, directeur adjoint de la DAPM, qui nous présentera le contexte général et les objectifs de cette norme. Marine Calandra, responsable du répertoire des métiers de la Chambre des métiers et de l'artisanat, qui s'attachera à la qualification des professionnels, quels critères, comment s'y conformer. Emmanuel Roche, président du COSODA, qui est le comité des entreprises d'assurance de Nouvelle-Calédonie, qui détaillera le nouveau système d'assurance obligatoire, et Silvio Pontoni, président de la FCBTP, la Fédération calédonienne du BTP, qui portera la voix des professionnels de la construction et expliquera les incidences avec des exemples concrets. Merci de votre attention, je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Voilà une introduction qu'on pourrait qualifier d'offensive. On va rentrer dans le vif du sujet avec notre premier intervenant qui va venir au pupitre, qui est donc Jamil Abdelaziz, qui est le directeur adjoint de la direction des achats, du patrimoine et des moyens au gouvernement. J'ai eu un doute, oui, voilà. Là, vous allez mieux m'entendre. Jamil Abdelaziz, donc directeur adjoint de la DAPM. Donc, je vais vous donner des éléments de contexte généraux sur cette réforme profonde, difficile,
complexe, qui demande beaucoup d'attention hein, pour être comprise et pour être mise en œuvre. On n'en est qu'au début. On est là aujourd'hui dans une journée d'explication hein, qui fait suite à d'autres journées d'explication qui se sont passées, organisées par la CMA dans certaines villes du Nord, Koné, Koumak. Il y en a d'autres qui seront programmées à Lifou, à Point-d'Imier et à La Foix. Voilà. Effectivement, on part de loin parce que le droit calédonien, en fait, jusqu'au 31 juin, était un droit qui s'inspirait du Code civil napoléonien de 1804. Pourquoi? Parce que la Calédonie est compétente en droit des assurances depuis 1956, mais c'est jamais réellement emparé du sujet. Et donc, ce que Bernard de Ladrière, qui était le membre du gouvernement en charge de ce projet à l'époque, c'est ce qu'il appelait un droit fossilisé. Ce qui fait qu'à l'époque, en 1804, il y avait deux entités qui avaient été identifiées par le législateur. Le premier, c'est l'architecte, et l'autre, c'est l'entrepreneur. C'est probablement une des raisons qui faisait que la garantie décennale, telle que vous l'aviez connue jusqu'au 1er juillet, était une garantie qui n'était portée que sur un chantier. Il y avait assez peu de relations en fait, entre les autres corps d'État et l'assureur, puisque par chantier, il y avait une garantie décennale. Traditionnellement, elle était portée par le gros œuvre, mais ce n'était pas systématique. Il y avait certains promoteurs qui la prenaient. Parfois, d'ailleurs, il n'y avait pas d'assurance du tout. Par contre, la responsabilité, dès 1804, était engagée 10 années à l'issue de la construction. Donc, le bilan qui avait été tiré à l'époque de l'ancien système, c'est-à-dire jusqu'au... Vous m'entendez bien, ça va? Ça ne résonne pas trop? Non, ça va? Le bilan qui en avait été tiré était d'abord une relation assureur-assuré qui n'était pas forcément très élaborée. C'est d'ailleurs une des difficultés qu'on rencontre aujourd'hui, mais Emmanuel Roche en parlera, c'est que nous, avec les nouveaux systèmes d'assurance, les assureurs et les assurés doivent se rencontrer, doivent négocier, doivent mettre en place des contrats, ce qui n'était pas le cas avant. Elle était en théorie obligatoire pour toute opération au-delà de 2 millions de francs. Et en construction, en fait, on est très vite au-delà de 2 millions de francs, évidemment. Mais en fait, il y avait un taux de fuite énorme, mal maîtrisé, mais beaucoup de constructions se sont réalisées sans bénéficier d'assurance décennale. Parfois même, l'assurance décennale se négociait en fin d'opération, en vue d'analyse de risque réalisée par le contrôleur technique. Il n'y avait aucune présomption sur la qualité des intervenants dans le cadre de l'assurance. L'assureur assurait un chantier, il n'assurait pas les intervenants du chantier. Les prises en charge des conséquences intervenaient de façon complètement aléatoire. Ça créait une insécurité juridique forte. Et beaucoup de ceux parmi vous qui ont été appelés à la cause au tribunal pour des questions relevant de cette garantie décennale en ont souffert parce qu'ils ont pu être condamnés in solidum sur des dommages sur lesquels ils n'avaient strictement aucune paternité. Simplement, ils étaient assurés, ils étaient solvables. Donc, le juge cherchant à recouvrer une indemnité pour le client, allait chercher là où elle était recouvrable. Une répartition des coûts complètement aléatoire. Moi, j'ai rencontré des promoteurs qui faisaient des prorata au montant du lot. Donc, vous aviez des personnes qui payaient une garantie décennale qui ne les concernait pas du tout. Et j'ai un petit lien j'ai un petit lien donc, sur un reportage qui est passé sur NC Première et qui, je trouve, traduit très bien. Cas ou de rapport d'experts judiciaires. 2 ans de procédure pour une conclusion qui sonne comme une évidence. Le rapport d'expertise qui conclut que les enrochements ne sont pas faits pour faire des murs de soutènement, que ça reste un parement à une pente douce pour éviter l'érosion, mais en aucun cas pour monter des murs verticaux comme ça. Résultat, une maison construite en 2016 et qui déjà se fissure de partout. Cloisons ou murs porteurs, chaque semaine apporte son lot de mauvaises surprises, en cause les fondations. Oui, donc là, puis là on voit bien la fissure qui dit que le terrain est encore prêt à finir de tomber. Et puis là, on est au niveau des fondations de la maison et de la dalle. Un terrain dont une partie s'est affaissée il y a 2 ans, laissant ses poutrelles en béton surplomber le vide. C'était un deck, il y avait un deck tout ici, qui arrivait jusque là. Et puis après, il y avait l'enrochement qui tombait sur 3 mètres, puis une autre plateforme et un autre enrochement de 3 mètres. Et tout est parti. Manifestement, cet enrochement instable est à l'origine du sinistre. Et la société qui a réalisé les terrassements pointe aux abonnés absents. Elle est en liquidation aujourd'hui. Le problème, c'est qu'on ne sait pas si elle était assurée à ce moment-là.
On n'a pas de facture, on ne veut pas nous donner de facture parce que on ne sait pas ce qu'ils ont fait pendant le terrassement. Donc on attend. Et le problème c'est qu'aujourd'hui personne ne veut payer. Quid alors de la garantie décennale censée couvrir ces malfaçons? Les travaux de soutènement, etc., s'ils sont faits simultanément à la construction et s'ils concourent à la réalisation de la construction, ils peuvent être couverts par la garantie décennale. Mais ce n'est pas systématique en fait. C'est pour éviter ce type d'imbroglio juridique que le référentiel de la construction entrera en vigueur en juillet. Professionnaliser les métiers du bâtiment et protéger davantage les propriétaires. Il y a eu des cas sur lesquels il y a eu des chaînes de défaillance qui ont été observées et on s'est rendu compte que la réponse réglementaire et législative n'était pas à la hauteur des défaillances qui étaient apportées. Le maître d'ouvrage, demain, lorsqu'il va vouloir aller vers une construction, vers la construction pour son foyer, il va pouvoir souscrire un contrat d'assurance de dommages auprès d'un assureur qui n'aura comme seul objectif que de couvrir les risques de sa construction. En attendant que la justice se prononce, Nicolas a pu évaluer à une quinzaine de millions les travaux nécessaires pour sauver sa maison. Mais aujourd'hui, aucune solution ne s'offre à lui. C'est ça aussi le truc, c'est qu'aujourd'hui la maison elle vaut zéro, quoi. C'est invendable. Et aujourd'hui je paye quand même un crédit tous les mois pour un truc qui vaut rien du tout. Heureusement on a encore la vue, quoi. Voilà, tout ce qui reste. Je vous laisse l'enlever. Donc, voilà typiquement le genre de situation connue. Ça, c'est un exemple. Il y a le lotissement qui est passé aussi, qui a eu ses émissions à Ducos. Il y a, on peut parler de l'aquarium des Lagons, etc., avec la durée infinie des recours et des recours et des recours pour finalement trouver réparation. En fait, c'est ça le principe de cette réforme. C'est d'arriver à ce que le client il puisse avoir confiance, puisque lorsque je suis client, j'ai un assureur. L'assureur va vérifier que les entreprises qui travaillent pour moi sont des entreprises qui sont elles-mêmes assurées. L'assureur qui assure va vérifier qu'elles sont qualifiées. Et si cette boucle fonctionne, on améliorera le niveau de confiance global. Voilà, c'était ça qui nous a été commandé par les politiques et sur lequel on a animé un nombre important de réunions avec toutes les parties prenantes, dont la CCI, dont la CMA, dont la Fédération du bâtiment ici présent, dont les artisans, les fédérations professionnelles, etc. Et on a tous travaillé justement à essayer de trouver dans un système de droit des positions d'équilibre qui ne surchargent pas trop et qui puissent nous permettre d'avancer dans cette amélioration constante de la construction. Donc la première chose qu'apporte la loi, l'article 1792, non plus version 1804 napoléonien, mais version calédonien, loi de février 2019, c'est la présomption de responsabilité du constructeur. C'est ça qui protège le client final. C'était notre cible, c'est ça. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de rentrer dans des procédures pour montrer de qui est la faute parce que je ne peux plus habiter chez moi, parce que effectivement j'ai un désordre décennal qui m'empêche d'utiliser le bien pour lequel je voulais construire. Mais je vais être indemnisé d'un montant reconnu par les parties. Tout ça, c'est procéduré. On pourra y revenir si vous voulez. Et c'est mon assureur qui ira, lui, si besoin, chercher les responsabilités. Ça vous sera expliqué par Emmanuel tout à l'heure. On a largement étendu, bien sûr, les ayants droit, parce que la garantie décennale, autrefois, donc les architectes, pour eux, il n'y a pas de débat, ils étaient déjà couverts en garantie décennale avant, parce que c'était dans le code napoléonien, et il y avait les entrepreneurs. Comme ils n'étaient pas définis, souvent on l'associe aux gros œuvres aujourd'hui, les constructeurs sont définis, toute personne qui a un contrat de louage d'ouvrage, c'est-à-dire toute personne qui contribue. Alors on en est au tout début, là, la mise en place, il y a des équilibres à trouver. On a eu énormément de questions. Par exemple, je suis coordonnateur santé-sécurité, est-ce que je suis concerné par la décennale? Évidemment, non. Je réalise des espaces verts. Est-ce que je suis concerné par la décennale? Non. Donc il y a toute cette démarche d'explication et de compréhension qu'on va essayer d'amorcer aujourd'hui. Les garanties qui couvrent le client final, celui qui construit, en fait, s'articulent autour d'un principe de reconnaissance de la qualification qui donne droit à une assurance, mais qui rend l'assureur en situation d'être obligé d'assurer. C'est-à-dire que si vous avez un assureur qui refuse de vous assurer, vous saisissez, je reviendrai après, une instance qui est paritaire, qui est constituée pour ça, et l'assureur sera contraint de vous délivrer une police d'assurance. S'il ne le fait pas, il perd son agrément d'assureur. Donc c'est très engageant pour les assureurs.
cette garantie de dommages qui ne couvre pas l'impropriété à destination, hein, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Ça nous a été demandé, ça aussi. On ne couvre que, effectivement, tu l'as dit, les étanchéités à la demande de la Fédération du bâtiment enterrées et de couverture. Et on a la possibilité demain d'évoluer vers les étanchéités de façade si le marché et si les clients le demandent. Mais aujourd'hui, on s'est limité justement pour limiter l'impact financier parce qu'on savait qu'il allait y avoir un impact financier. Mais cette garantie, elle commence dès l'ouverture du chantier. Si vous faites étendre votre maison et que dans l'extension de votre maison, par exemple, il y a un désordre d'ordre décennal sur la partie que vous habitez, vous rentrez déjà dans ce mécanisme de couverture sans recherche de responsabilité, etc. Ça va vous couvrir sur la totalité de la réalisation du chantier et bien sûr 10 ans après la réception de l'ouvrage. Donc j'insiste sur l'obligation d'être assuré qui est faite aux constructeurs, mais aussi sur l'obligation d'assurer qui est faite aux assureurs. Donc le système s'autocontrôle, hein, je l'ai évoqué. En fait, l'idée, c'est pas d'armer des milliers de fonctionnaires pour aller sur tous les chantiers pour vérifier si tout le monde est en règle. C'est que les assureurs de dommages, à partir du moment où leur mission, c'est de minimiser les risques, ils vont vérifier simplement que les personnes sont à jour de leur cotisation d'assurance de responsabilité décennale. Et l'assureur en responsabilité décennale n'a l'obligation que sur des personnes qui sont qualifiées. Donc l'instance paritaire, je vous en ai rapidement parlé. Donc aujourd'hui, on a une demande. Donc je reprends ce que tu dis. Hein, saisissez-nous si vous avez des difficultés, parce qu'elle est là pour ça. Aujourd'hui, on a une demande d'une personne qui ne trouve pas d'assurance. Mais saisissez-nous. On a mis en place les procédures qui conviennent. Vous en avez sur Internet et par la poste. Et au contraire, hein, dans la mise en place d'une réforme aussi complexe et aussi nouvelle, il faut qu'on rentre sur ces périodes de rodage et il faut qu'on trouve nos équilibres entre assureurs, entre assujettis constructeurs et assujettis maîtres d'ouvrage. Ensuite, il faudra clarifier les périmètres. Il y a eu trop de questions sur l'article. La loi ne couvre pas tous les ouvrages. Elle engage les ouvrages qui donnent lieu à des risques liés au périmètre de notre garantie décennale. Je prends un exemple. Si je suis peintre, mais que 100% de mon chiffre d'affaires est fait sur des travaux d'embellissement qui n'ont strictement rien à voir avec le risque qui est engagé, je ne relève pas d'une responsabilité décennale. Il n'y a pas de sujet. Voilà. Par contre, si je suis peintre, mais que je fais de la peinture de façade, c'est-à-dire que par l'imperméabilisation des murs de façade, je participe à la durabilité des façades, si, je vais intégrer. Voilà. Donc il y a tout ce petit travail un peu de couture et de périmètre qui est amorcé, et sur lequel on a rencontré les artisans, on a expliqué, il y a un vrai devoir et une vraie campagne d'explication qui se met en place. Et on pourra le détailler, mais ayez bien en tête qu'on ne couvre que les éléments majeurs de la construction, sa stabilité, sa solidité, son étanchéité horizontale, et les parois enterrées. Donc, en conclusion, il y a un besoin légitime d'explication. L'explication, ça se fait dans un climat où on s'écoute, où on se parle, où on comprend les choses et on essaye d'ensemble d'avancer, comme on l'a fait tous ensemble pendant 5 ans. Hein. Si on en est là, c'est moi qui parle, mais je ne sais combien de personnes à s'être rencontrées, à avoir travaillé sur ce sujet, pour en faire quelque chose de positif. Voilà. Évidemment, tu l'as dit, sur les chiffres d'affaires, si dans ton chiffre d'affaires, par exemple, tu as des activités qui relèvent de la garantie décennale et d'autres qui n'en relèvent pas, tu vas déclarer à ton assureur ceux qui relèvent de cette responsabilité et pas le reste. C'est un travail, évidemment, un travail à faire d'identification dans son chiffre d'affaires d'un certain nombre de critères de discrimination. Voilà. Donc il y a une dynamique positive. Moi, je suis revenu des réunions qu'on a eues avec la CMA dans ce travail d'explication où les choses étaient pourtant très très tendues. Les gens ont compris quand même. Je trouve qu'on voit quand même à la fin, on a quand même apporté pour le Calédonien qui va construire une vraie sécurité, ce dont on doit être fier. Maintenant, il faut qu'on trouve les réponses à toutes vos questions. Et je suis là modestement dans mon petit périmètre pour en trouver, mais les autres parties prenantes en auront beaucoup plus. Et je vous engage quand même à faire remonter vos difficultés, toutes les difficultés que vous rencontrez, sans les censurer par vos fédérations, par vos chambres consulaires, pour qu'on puisse, nous, avoir vraiment un traitement et les adaptations nécessaires pour que ça se passe du mieux possible, dans un délai le plus court possible. Voilà, j'ai fini. Merci de votre attention. Merci pour cette introduction dense déjà sur le contexte général de la mise en place de ce référentiel de construction. On a bien compris que les professionnels avaient devoir acquérir un certain nombre de qualifications, les prouver, s'inscrire. On va donc écouter maintenant Marine Calandra, qui est responsable du service répertoire des métiers et de l'accueil à la CMA. Bonsoir.
Donc moi, je vais vous parler de la partie donc, formalité qui touche cette réforme. Pour commencer, quelques chiffres. Donc, c'est 44 activités qui sont distinctement donc, visées par cette nouvelle réglementation. Donc, en octobre, on comptait 5815 artisans en activité qui étaient directement concernés parce que activité principale visée donc, par la réforme. Ce qui représente en fait 83% des entreprises du secteur du bâtiment. Donc ça fait quand même beaucoup d'entreprises qui sont concernées. Les ambitions de la CMA vis-à-vis de cette réforme, c'est d'une part donc, la structuration du marché, donc avoir des acteurs qui soient qualifiés, qui mettent en avant du coup leur savoir-faire de fait. Une montée en compétences donc, de leur savoir-faire et une clientèle en confiance et sécurisée. Notre rôle, du coup, tout au long de la mise en place de cette réforme et pour la suite, c'est donc de les informer de cette nouvelle réforme, d'informer donc des risques encourus également et de la nouvelle démarche obligatoire donc, qui est liée donc, aux formalités pour le contrôle de la qualification, dont je vais vous parler plus en détail. Donc, la CMA effectue donc un contrôle depuis le 1er octobre 2020. L'arrêté qui délimite donc cette réglementation, c'est l'arrêté 63 du 18 février 2020. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail de l'arrêté, mais je vais vous en donner les grandes lignes en tout cas pour ce soir. Donc l'idée de cet arrêté, c'est que donc, le contrôle effectif et permanent doit être opéré dans chaque entreprise par une personne donc, qui est qualifiée professionnellement. Donc cette personne peut être soit le chef d'entreprise, soit son conjoint, et qui a bien sûr un enjeu dans l'entreprise, donc conjoint salarié, conjoint associé ou conjoint collaborateur, ou encore donc un salarié de l'entreprise. Donc peu importe donc son rôle, en tout cas, il doit contrôler donc effectivement et de façon permanente l'activité de l'entreprise. En cas de non-respect du coup de la réglementation, des amendes sont prévues. Donc à noter que les amendes peuvent aller jusqu'à 20 millions en cas de récidive et on peut aller jusqu'à la fermeture administrative de l'établissement. Voilà, donc à prendre avec importance. Pour être réputé qualifié, je précise l'idée en fait de cette réglementation et de ce contrôle, c'est pas à la CMA de dire qui fait du bon travail, qui ne fait pas du bon travail, hein, bien sûr, sur le marché, mais bien savoir si il est réputé qualifié au sens de la réglementation. Donc, qu'est-ce que c'est qu'être réputé qualifié au sens de la réglementation ? C'est donc de remplir donc l'une des conditions suivantes, donc soit une condition de diplôme, soit une condition donc d'expérience. Au niveau du diplôme, donc, est demandé donc une certification de niveau 3, donc c'est l'ancien niveau 5, qui équivaut donc à un CAP ou à un BEP, bien sûr donc correspondant à l'activité souhaitée. Au niveau de l'expérience, il est demandé donc 3 années d'expérience sur les 6 dernières années qui précèdent le contrôle. Voilà. Pour les personnes qui auraient eu un arrêt d'activité, donc qui ne pourraient justifier 3 ans d'expérience sur les 6 dernières années, mais pour qui il faudrait donc revenir un petit peu plus loin, il est aussi prévu donc, de pouvoir donc, saisir la commission technique qualification de la DAPM pour pouvoir étendre un petit peu cette observation et obtenir une dérogation. Plus concrètement, qu'est-ce qui se passe exactement pour les acteurs du marché ? Un nouvel entrant, donc quelqu'un qui souhaiterait donc s'inscrire dans une activité visée par la réforme, devra donc se soumettre donc à un contrôle de qualification préalable à la formalité. Donc, ça veut dire que pour le coup, donc maintenant les formalités se font en 2 temps. Il n'y a plus d'immédiateté en fait finalement de création d'entreprise comme on a pu le connaître par le passé. Mais d'abord, on dépose un dossier de demande de qualification et ensuite on réalise donc la formalité si le dossier a abouti. Pour les personnes qui sont déjà en activité, pas de contrôle du coup à faire, donc qui étaient déjà en activité au 1er octobre 2020, pardon. Du coup, pas de contrôle particulier, à moins d'ajouter une nouvelle activité qui soit visée par cette réforme. À ce moment-là, donc, le contrôle sera effectif pour la nouvelle activité. Donc, je suis plombier depuis plusieurs années, je veux rajouter l'électricité à mes activités, je vais donc, du coup devoir justifier ma qualification sur l'électricité uniquement. Voilà.
Le délai du coup du contrôle, il est de maximum 15 jours, à savoir qu'en ce moment on est plutôt sur une dizaine de jours pour pouvoir donc valider un dossier de qualification. On a une personne donc, qui est dédiée à ça, donc à la CMA, pour pouvoir administrer les dossiers et éviter donc un temps d'attente trop long. Voilà. Le parcours du dossier en 4 étapes. Donc la première étape, c'est bien sûr donc de réfléchir à la création de l'entreprise et à l'ajout de sa nouvelle activité. La deuxième étape, donc, de constituer le dossier donc, de demande d'attestation de qualification professionnelle. Donc, pour ça, on a des personnes donc, qui peuvent vous accompagner pour vous aider donc, à compiler donc, tous les documents qu'il faut pour ça, le déposer à la CMA. La troisième étape, c'est du coup le traitement du dossier, donc je vous disais 15 jours maximum. Et la quatrième, bien sûr, on vous rappelle, donc le contrôleur RCNC rappelle donc chaque personne et du coup lui donne les directives pour la suite. Bien sûr, chaque refus est motivé par écrit et du coup pourra faire l'objet d'une contestation auprès de la DAPM, auprès de la commission qualification technique, si la personne juge un refus non justifié. Plus concrètement, les pièces à fournir du coup pour ces fameux dossiers. Donc pour les diplômes, un CV, une pièce d'identité, une copie du contrat si c'est le salarié qui en fait la demande. Il faudra bien sûr donc justifier du diplôme, donc une copie de votre diplôme, l'attestation de réussite du diplôme, tout ce qui permettra finalement de justifier que vous avez bien obtenu ce diplôme à un instant T. Bien sûr, il faut que le diplôme concerne l'activité souhaitée. Pour ce qui est de l'expérience, à peu près les mêmes types de documents. Donc pour justifier l'expérience de salarié, on vous conseille donc des certificats de travail, les bulletins de paye, les contrats de travail, finalement tout ce qui peut justifier que vous avez travaillé à un instant T de telle date à telle date dans une entreprise pour cette activité. Pour l'expérience en tant que travailleur indépendant ou en tant que gérant, du coup, on prendra les inscriptions sur les différents registres de la CMA, le RIDET, le RCS. Et pour les gérants, plus précisément, la nomination donc, du gérant dans la société. Quelles alternatives, du coup, si jamais on donne un refus donc, pour un dossier d'attestation de qualification professionnelle? Il y en a plusieurs. Donc, il y a les alternatives d'abord diplômantes. Donc, vous avez la VAE, donc la validation des acquis de l'expérience, pour laquelle il faut justifier d'un minimum donc, d'1 an d'expérience. Donc c'est un dossier à monter qui peut être plus ou moins long, mais c'est en tout cas la garantie de décrocher donc, un diplôme à la sortie. La formation continue, la formation par alternance, c'est l'obtention d'un diplôme en tant que candidat libre. Tout ça, il n'y a pas du tout de conditions d'âge pour y accéder. Donc, c'est libre d'accès. Et c'est je vous invite du coup à venir voir le centre de formation de l'artisanat pour pouvoir avoir plus d'informations sur ces éléments-là. Une autre alternative, donc je vous le disais tout à l'heure, c'est en cas de contestation, donc vous pouvez très bien donc, saisir la commission technique qualification RCNC pour réobserver en tout cas la décision. Et enfin, la dernière alternative, c'est repenser son projet. C'est pas l'alternative la plus simple de prime abord, parce que quand on a envie de créer une entreprise dans une activité, c'est qu'on l'a déjà réfléchi. Mais pour le coup, si malheureusement vous n'avez pas toutes les conditions requises, il va falloir y passer. Donc repenser son projet, c'est-à-dire se recentrer sur ses savoir-faire, qu'est-ce que je sais faire, de quelle formation je viens, est-ce que j'ai pas des savoir-faire aussi qui viennent d'activités non réglementées, voilà, qui sont peut-être plus faciles à aborder. Trouver une personne qualifiée dans le domaine souhaité, donc soit pour s'associer avec, soit pour le salarié, ça peut être aussi une alternative. Tout ça, ce sont des alternatives qu'il faut préparer, donc n'hésitez pas à vous rapprocher de vos chambres consulaires, où il y a un accompagnement du coup, qui est prévu pour ces points-là. Et enfin, vous pouvez, dernière alternative, pas la plus simple, mais bon, postuler en tant que salarié pour pouvoir acquérir l'expérience qui manque donc dans une société. Voilà. Merci de votre attention.
1, 2. Merci beaucoup voilà, pour cette partie concernant le contrôle de qualification, qui est une part importante de ce nouveau référentiel de construction. L'autre part importante, j'ai bien cru comprendre, Stéphane Yoto, que c'était la question des assurances. Donc on va écouter Emmanuel Roche, qui est le président du comité des entreprises d'assurance en Nouvelle-Calédonie, autrement appelé le COSODA. Exactement. Bonsoir à tous. Donc, vu l'introduction assez offensive, j'imagine qu'il y a une partie des questions qui vont être dirigées sur l'assurance. L'objectif ce soir, c'est d'essayer d'être pédagogue et de répondre à l'ensemble des questions. Et en toute humilité, j'essaierai d'y répondre. Peut-être, dans un premier temps, avant de rentrer dans le détail de cette réforme, peut-être repréciser ce qu'est l'assurance et du coup bien démontrer à quelles attentes elle peut répondre et à quelles attentes elle ne peut pas répondre. Finalement, l'assurance, c'est un transfert de risque, c'est-à-dire que vous allez transformer les conséquences pécuniaires d'un événement qui peut se produire, ça peut être un incendie, etc. Et dans notre cas de figure sur la responsabilité civile, la mise en cause de votre responsabilité civile, ces conséquences qui vont être aléatoires, puisque finalement, la survenance du sinistre, elle peut arriver ou pas. Et vous allez transférer ce risque-là, cette charge financière qui peut être très importante. On le voit sur les condamnations où peu d'entreprises pourraient elles-mêmes supporter, si elles n'étaient pas assurées, ces conséquences financières. Vous allez transférer cette charge-là à un assureur qui va bien sûr vous demander, en conséquence de cette prise en charge, le paiement d'une prime. Autrement dit, vous allez transformer une charge financière aléatoire, mais très importante, qui pourrait mettre en péril votre entreprise, en une charge financière connue d'avance, qui est une charge d'exploitation, qui sera bien sûr le montant de la cotisation. Voilà. Et donc, l'assurance, par rapport à cette réforme qui est faite, où on a la prise en charge d'une indemnité, et je vais vous montrer dans quel délai, dans quelles conditions pour le maître d'ouvrage. Donc, on va sécuriser le maître d'ouvrage. Pour prendre un exemple concret, le Calédonien qui fait construire sa maison, il aura une indemnité qui lui permettra tout simplement peut-être de reconstruire l'ensemble de sa maison. Et d'un autre côté, pour les entreprises, ça permet bien sûr de sécuriser vos activités, puisque on verra, il y a une modification de la responsabilité, un transfert de preuves, où vous êtes aujourd'hui, depuis le 1er juillet, présumé responsable des désordres qui vont être constatés. Donc ça veut dire qu'il va falloir systématiquement, lors de mise en cause, prouver que vous avez bien fait votre travail. Alors que dans le régime précédent, eh bien, c'était à la personne qui subissait le préjudice, le sinistre, de démontrer que l'entreprise n'avait pas effectué correctement le contrat pour lequel elle avait passé un contrat de louage avec le maître d'ouvrage. Donc on voit bien que la charge financière, à la fois pour le maître d'ouvrage ou pour les entreprises, peut être importante. Et ça peut expliquer, en tout cas c'est ce que j'essaie de faire, la conséquence de l'augmentation du paiement des cotisations. La deuxième chose en introduction, quitte à vous surprendre, l'assurance construction est un métier à risque pour les assureurs. On a, par exemple, sur le territoire, on est 4 compagnies à délivrer des garanties. Parmi nous, une d'entre elles était présente sur le marché de la construction jusque dans les années 2011-2012, je crois. Et elle avait décidé en Calédonie d'arrêter parce qu'elle perdait trop d'argent. Pourquoi ? Parce qu'on est sur un marché très long. On prend des garanties sur 10 ans pour la dommage-ouvrage avec le versement d'une cotisation. Alors quand vous avez la possibilité de placer cet argent et de la faire rémunérer, vous pouvez gagner de l'argent, je dirais, d'une manière non technique, non liée au risque. Ça peut compenser certaines pertes. Aujourd'hui, vous le savez bien, les taux longs, les rendements sont négatifs. C'est-à-dire que même sur cette partie-là, sans aucun sinistre, l'assureur, il perd déjà de l'argent. Donc on est dans un champ de contraintes financières qui est beaucoup plus important aujourd'hui, qui explique aussi certainement l'augmentation, en tout cas la perception de l'augmentation que vous avez de vos augmentations de cotisations. Et puis enfin, il y a aussi des contraintes réglementaires. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un assureur prend un risque, réglementairement, il est obligé de mettre des fonds propres en face de ces risques. Donc si je résume l'activité d'un assureur construction en dommage-ouvrage, c'est j'encaisse une cotisation une fois, je n'ai pas le droit réglementairement de dépenser cet argent à autre chose que les sinistres pendant 10 ans, je ne peux pas y toucher. Donc c'est une activité dans laquelle je touche une fois un chiffre d'affaires, je ne peux en retirer aucun bénéfice avant 10 ans, et l'argent que je vais placer, finalement, compte tenu des contextes de rendement, je vais perdre de l'argent dessus.
Voilà, donc c'est une activité. Si vous retracez ça dans vos propres activités, est-ce que vous accepteriez de prendre des clients pour lesquels, pendant 10 ans, vous ne pouvez toucher aucun bénéfice et au bout duquel, vous ne savez pas finalement s'il n'y aurait pas des sinistres, puisque si on regarde ce qui se passe, certes en métropole, mais on s'aperçoit qu'il y a une augmentation des déclarations sinistres importantes liées à ce type d'assurance. Voilà, c'est pour vous expliquer un petit peu le contexte. Je pense que c'est important aussi d'avoir ce langage de vérité. Je ne suis pas persuadé que les montants de cotisation aujourd'hui soient suffisants. Je suis presque provocateur, mais l'introduction était offensive. Et on verra bien sur le long terme, cette réforme elle a un objectif très clair, c'est d'augmenter la qualité, à la fois la sécurité pour les maîtres d'ouvrage et pour les entreprises. Donc c'est un cercle vertueux qui va s'enclencher et qui, sur le long terme, j'en suis convaincu, permettra justement d'assurer et d'assumer ces charges. Alors après, je réponds directement à une question là, qui a été posée, mais finalement, et que vous vous posez peut-être, pourquoi moi qui suis dans une activité de seconde œuvre, qu'est-ce que je viens faire dans cette histoire de solidité, de stabilité après tout, pourquoi est-ce que je dois cotiser ? Eh bien, le maître d'ouvrage, quand il va avoir sa maison, suite à une expertise qui va être faite, on va déterminer que les causes sont bien liées à la structure, à l'étanchéité des toitures ou des parois enterrées. Imaginons qu'il y ait des grosses fissures et qu'il faille aller, je prends un cas extrême, à la démolition de l'habitation. L'assureur, il va prendre quoi en charge? Il va prendre la démolition, c'est un coût. Il va prendre en charge la reconstruction de l'ensemble de la maison, mais il ne va pas vous reconstruire une maison avec juste le gros œuvre. Puisque si on limitait le champ finalement au gros œuvre, à ce moment-là, l'assureur, on lui demanderait de payer qu'une maison avec du gros œuvre. Or, le Calédonien qui habite dans sa maison, il serait un petit peu court peut-être pour pouvoir y habiter dedans. Donc on va bien indemniser, on va reconstruire une maison avec un coût qui est le gros œuvre et le second œuvre. Voilà, c'est une explication qui fait que, j'imagine, l'ensemble des acteurs ici présents sont concernés par cette réforme. Voilà, j'ai fait une introduction un petit peu longue, mais il me semblait important de la faire. Alors, la loi du pays, de nouveau, on va dire cette réforme est en place depuis le 1er juillet 2020. Ce qui fait foi, c'est la date d'ouverture de chantier. Toutes les dates d'ouverture de chantier qui sont qui précèdent le 1er juillet restent dans l'ancien régime et à partir du 1er juillet basculent dans cette réforme. Ce qui fait que jusqu'au 1er juillet, jusqu'au 30 juin, on avait une situation qui était la suivante. On avait un contrat unique qui était pris par chantier, qui était le plus souvent souscrit par le maître d'ouvrage ou par la société de gros œuvres pour le compte du maître d'ouvrage et des entreprises, dans laquelle vous aviez à la fois une indemnité qui était prévue pour pouvoir reconstruire une habitation, par exemple, si elle était sinistrée, mais qui couvrait aussi la responsabilité des entreprises. Donc on avait finalement un contrat qui prenait en charge à la fois l'indemnité pour le maître d'ouvrage et puis qui sécurisait les entreprises puisque leur responsabilité, les conséquences financières en étaient prises en charge. Voilà. Et en parallèle de ça, pour les entreprises, que ce soit des travaux, de l'ingénierie, elles avaient l'obligation d'être couvertes pour... Enfin, il n'y a pas d'obligation, mais on leur a fortement recommandé l'obligation d'être couverte par un contrat. Ce contrat, c'était leur responsabilité civile professionnelle. Voilà. Et là, ça permet de répondre aussi à la deuxième question, je crois, de Stéphane dans l'introduction. C'est pourquoi, finalement, on me demande mon chiffre d'affaires global, alors qu'il y a un certain nombre d'ouvrages qui génèrent du chiffre d'affaires qui ne sont pas liés à la décennale. Tout simplement parce que dans le contrat qui vous est proposé aujourd'hui, voilà, sur lequel je vais, vous avez, pour la responsabilité civile décennale, effectivement, on va vous demander quelle est votre activité, quelle est l'ancienneté de votre entreprise, quelle est la sinistralité, si vous en avez eu par le passé, quelle est la part des activités de votre chiffre d'affaires qui sont liées à des ouvrages liés à la décennale et quelle est la part de sous-traitance qu'éventuellement vous donnez dans vos activités ou que vous réalisez vous en tant que sous-traitant. Le contrat qui vous est proposé aujourd'hui, qui vous couvre, il a en fait deux fonctions. Continuer à vous assumer contre les conséquences financières pour votre responsabilité civile professionnelle et avec une extension sur la responsabilité civile décennale. Et c'est bien le même contrat qui va, à travers ces deux garanties, vous assurer. Il se trouve que la RCP, effectivement, il est basé sur le chiffre d'affaires global. C'est la raison pour laquelle on vous demande ce chiffre d'affaires global. Mais la part de cotisation qui est liée à la décennale justement est liée au chiffre d'affaires que vous avez sur votre activité décennale.
Donc aujourd'hui, on a un système à double détente avec, pour le maître d'ouvrage, une dommage ouvrage, et puis pour les entreprises, cette responsabilité civile décennale, plus une responsabilité civile professionnelle, ça fait un contrat multirisque professionnel avec une extension pour la décennale. Ce système, il a le mérite d'être plus clair, et en tout cas, ce qui a pour conséquence que chacun paye pour son risque. Le maître d'ouvrage, il va payer pour le risque de la reconstruction, par exemple, de son habitation pendant une durée qui est longue, de 10 ans. Il va payer une seule fois, une assurance obligatoire. Et puis pour les constructeurs, effectivement, liés à leur activité, ils vont payer la part d'assurance qui est liée à leur activité. Dans le système précédent, vous vous rappelez, vous avez un contrat par chantier. Bien souvent, le gros œuvre prenait en charge le contrat, puis ensuite refacturait sur certains chantiers en fonction des lots qui étaient faits pour le second œuvre. Donc cette partie-là, aujourd'hui, elle n'existe plus puisque chacun paye pour son risque. Le maître d'ouvrage pour sa dommage ouvrage et l'entreprise pour sa responsabilité civile décennale. Voilà, bon, ça c'est ce que je viens de vous expliquer. Je passe. Finalement, cette modification de la loi, elle a eu pour conséquence de modifier les champs de l'assurance. C'est ce que je vous expliquais au début. L'assurance, finalement, vient prenant en charge les conséquences de la mise en cause de votre responsabilité civile décennale. La modification de vos contrats, elle est liée à cette modification, notamment de la définition de qui est constructeur et de ce qu'est un ouvrage, et du champ de la décennale. Donc ce champ de la décennale, il a été évoqué. On est sur la solidité de l'ouvrage, sur l'étanchéité des couvertures, des toitures terrasses et des parois enterrées. Et c'est ça qui est visé. Ce sont les désordres qui seront constatés par un expert qui pourront donner lieu à une indemnité. La modification de cet article du Code civil a eu pour mérite de clarifier quels étaient les acteurs, puisque comme vous l'a expliqué le premier intervenant, on était sur une définition qui était très ancienne, qui datait de 1802 du Code Napoléon, avec une particularité pour le constructeur non réalisateur, c'est-à-dire qui, finalement, va, après achèvement de la construction, va vendre tout simplement le bien qu'il a construit. Et il est aussi réputé comme étant constructeur, donc il doit aussi s'assurer. Alors, le cœur du sujet pour vous, si j'ai bien compris, c'est ce contrat en police d'abondement, c'est-à-dire le contrat en responsabilité civile, avec deux volets, l'une professionnelle, donc ça c'est, je dirais, le plus connu, et puis le volet de responsabilité civile décennale. Et encore une fois, on va faire la distinction entre vos activités. Donc, pour être très clair, les plus impactées sont les activités de gros œuvres, les bureaux d'études, les étancheurs. Voilà, pour faire les grandes catégories. Je ne dis pas que les autres activités ne sont pas impactées financièrement, mais celles qui le sont le plus, ce sont ces activités-là. Pourquoi ? Parce que ce sont les activités sur lesquelles on a le plus de mise en cause et qui sont liées à la définition du champ de la décennale avec cette solidité, cette stabilité. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir un dialogue avec votre assureur pour déterminer précisément quelle est votre activité, quelle est dans cette activité la part de votre chiffre d'affaires qui correspond aux ouvrages qui sont soumis. Si vous réalisez de la sous-traitance, de bien mentionner effectivement cette sous-traitance, puisque les sous-traitants ne sont pas soumis à l'obligation de s'assurer. Alors après, dans un cadre contractuel, l'entreprise qui sous-traite, elle peut le demander, elle, à ce que ses sous-traitants soient assurés pour pouvoir travailler avec elle. Mais là, on est dans le champ contractuel, on n'est pas dans le champ obligatoire. Donc les sous-traitants, en tout cas les activités, les ouvrages qui sont sous-traités ne rentreront pas dans le champ de la décennale. Mais la sous-traitance, ce n'est pas une activité en soi, c'est un mode de passage de contrat avec le maître d'ouvrage. Et puis, ce qui est visé ici, et ce qui peut-être explique aussi répondre à une autre question de l'introduction, c'est pourquoi est-ce qu'on est assuré, est-ce qu'on est mieux assuré qu'avant. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on va faire une différence dans le texte entre les habitations, les bâtiments à usage d'habitation, qui, eux, il n'y a pas de plafond de garantie, c'est-à-dire que l'assureur, il se doit d'indemniser le maître d'ouvrage
pour la reconstruction d'une maison. Si la maison valait dans sa construction 100 à une époque où elle était construite et que, parce qu'il y a une augmentation du coût de la main-d'œuvre, des matériaux, etc., elle vaut 120 à reconstruire quelques années plus tard, l'assureur, il va payer 120. Voilà. On peut aussi avoir des garanties qui sont y compris avant la réception de l'ouvrage. Si on a déjà des problématiques de stabilité, par exemple, avant la réception de l'ouvrage, elles seront prises en charge avec une entreprise qui disparaît, qui n'est pas capable de reprendre ses travaux. On peut avoir une mise en jeu aussi de la garantie décennale. Et puis pour les constructions qui sont destinées à un usage autre que l'habitation, eh bien là, c'est le coût de la construction qui est déclaré avec le coût du chantier. Il y a des ouvrages qui ne sont pas soumis à décennale. Vous en avez la liste, je ne vais pas vous la faire, la liste à l'après-vert. Ce qui est important globalement, c'est de bien définir dans les ouvrages que vous réalisez, est-ce qu'ils sont soumis ou pas à décennale. Et encore une fois, d'avoir un échange au moment de la mise en œuvre, si vous ne l'avez pas encore fait, de vos contrats, qui sont obligatoires depuis le 1er juillet. La grosse modification, et en tout cas la grande sécurité dans ce système qui se veut vertueux, c'est que l'assureur de dommages ouvrages, il va tout d'abord, suite à la déclaration de sinistre, missionner un expert. Cet expert, il est unique. Il ne va, dans un premier temps, que entre guillemets, constater est-ce que les désordres que je vois, est-ce qu'ils sont liés à la décennale ou pas, au champ de la décennale. Si c'est le cas, il va avoir un certain délai qui est relativement contraint. Je vous passe un petit peu les différentes étapes, mais en gros, en 120 jours, le maître d'ouvrage, il aura une proposition d'indemnisation, sans avoir à rechercher quelles sont les responsabilités. Alors qu'aujourd'hui, on l'a vu dans l'exemple avec le petit film, on voit bien que la recherche de responsabilité peut durer longtemps, et on se retrouve avec, dans le cas du monsieur, une habitation qui devient de plus en plus difficile d'habiter, qui perd de sa valeur, et pour laquelle il n'a pas d'indemnité. Donc en 120 jours, l'expert il devra remettre sa conclusion, la compagnie d'assurance une proposition d'indemnisation, et ensuite le maître d'ouvrage il a un délai de 20 jours pour accepter ou refuser cette indemnisation. Donc ça raccourcit considérablement l'indemnité due au maître d'ouvrage. Ensuite, c'est pour ça qu'on parle de double détente, l'assureur en dommages ouvrages, il va aller exercer son recours contre l'assureur en responsabilité civile décennale des entreprises qui auront participé à l'acte de construire pour lesquelles il suppose qu'il y ait une mise en jeu de leur responsabilité. Ce que je disais en introduction, la loi, c'est qui modifie le champ de vos responsabilités. Là, vous êtes présumé responsable pendant 10 ans des ouvrages que vous avez réalisés. Présumé responsable. Ça veut dire qu'à la moindre mise en cause, il va falloir que vous vous défendiez. Donc c'est aussi un coût pour les assureurs, parce que tous les frais de justice, de représentation, d'avocat, que vous soyez responsable ou pas, ce n'est pas la question. Vous allez devoir en prendre pour vous défendre. Donc, ça transfère une activité judiciaire et donc la prise en charge des coûts que ça représente. Imaginez, bien que ça soit une obligation que vous ne vous assuriez pas, vous devrez assumer vous-même ces coûts. Ça peut représenter des sommes, rien qu'en frais de justice, qui sont déjà importants. Ensuite, on constate de plus en plus, dans les dossiers que l'on voit, que le juge, c'est un petit peu ce qui a été dit, il a tendance à condamner toutes les entreprises en solidarité, in solidum, sans forcément rechercher la réalité détaillée des responsabilités, ce qui fait qu'on a des entreprises qui sont condamnées finalement au prorata des lots qu'elles ont pris, peut-être sur une activité dont elles ne sont absolument pas responsables. Il y a des sommes très importantes qui sont en jeu, et encore une fois, si vous ne vous assurez pas, vous serez seul à devoir les assumer. Ce n'est pas parce que vous n'allez pas vous assurer que la responsabilité civile décennale ne sera pas là. Et encore une fois, l'assurance, c'est que le transfert du risque de cette prise en charge de responsabilité civile décennale. Cette obligation de s'assurer pour vous, elle a un corollaire pour l'assureur qui est l'obligation d'assurer. C'est-à-dire que si une entreprise ne trouve pas à s'assurer, Jamil l'a très bien expliqué, il y a une commission paritaire qui s'est instaurée et qui va donc déterminer le coût de l'assurance, soit dommage ouvrage, soit responsabilité civile décennale, pour la compagnie d'assurance qui aura choisi l'assuré. Et donc, elle aura l'obligation d'assurer ce risque. Donc, c'est le corollaire, puisqu'effectivement, si on demande aux maîtres d'ouvrage d'avoir une obligation de s'assurer et aux entreprises d'avoir l'obligation de s'assurer, il faut que les assureurs aient aussi cette obligation d'assurer. Il y a des sanctions qui sont prévues par la loi.
mais ça, ce n'est pas aux assureurs de les mettre en œuvre. Voilà, globalement, ce que, en quelques minutes, pouvoir vous expliquer. J'imagine de toute façon qu'il y aura quelques questions pour les assurances ou sur les assurances à la fin. Je vous remercie. Ça semble assez probable, effectivement. Merci de votre intervention. On va entendre le dernier intervenant avant justement de pouvoir échanger avec la salle. On a parlé donc avec Emmanuel Roche des changements induits pour les assureurs par rapport à ce référentiel. On n'a pas encore vraiment parlé des coûts que ça allait engendrer. C'est Silvio Pontoni, le président de la FCBTP, qui va le faire. Bonjour à tous. Donc, je vais simplement vous présenter un programme. Donc, ça sera des logements sociaux avec l'ancienne décennale et donc la nouvelle. Avant de vous présenter le slide, simplement pour vous rappeler que la Fédération calédonienne du BTP, dont je suis président, mais les 5 présidents avant moi, souhaitions cette réforme. Donc ça fait plus de 10 ans qu'on demande qu'il y ait une réforme. Pourquoi? Parce qu'il y avait des choses qui nous chagrinaient tous les jours. Pourquoi un pâtissier boulanger peut en 24 heures devenir électricien étancheur et ne pas pouvoir accéder au métier de coiffeur? Donc c'était quand même quelque chose qui nous chagrinait. Pourquoi des docks importés de Chine ne répondant à aucune norme pouvaient être mises en place en Nouvelle-Calédonie sans aucun contrôle ni quoi que ce soit? Donc c'était toutes ces petites choses qui nous gênaient. Pour revenir sur la rapidité des sinistres, c'est pareil. Je prends le cas, donc j'ai déjà souvent cité le cas de l'aquarium de Nouméa, qui maintenant, ça fait à peu près une dizaine d'années que les bassins ont été construits. Au bout de la 2e année, le maître d'ouvrage s'était rendu compte qu'il y avait une dégradation prématurée de certains bétons. On aurait le régime actuel. En 1 an et demi, les travaux auraient été réparés. Ça aurait coûté une vingtaine de millions. On en est avec X expertise, tribunal, appel, contre-appel, et ainsi de suite. Donc à part les avocats et les juges, c'est les seuls qui ont très bien gagné leur vie. Mais par contre, on en est aujourd'hui à 120 millions pour les réparations. Donc cette projection, elle reste prudente et on l'a mis en rouge parce que les taux sont encore en train de varier. Donc c'est vrai qu'on a eu très tardivement les taux par les assurances, c'est-à-dire que la loi était déjà applicable, qu'on n'avait toujours pas les taux. Donc lorsqu'on a reçu les taux, c'est pareil. Pour un bon nombre d'entre nous, ça a été la douche froide. Comme cette réforme, on l'a souhaité depuis de longue date, on s'est dit qu'il valait mieux qu'on se retrouve autour d'une table et qu'il nous explique quels étaient les paramètres qui leur avaient incité à nous présenter ces taux. Et donc les taux sont actuellement en révision. Donc c'est quand même des taux qu'on a eus. Donc c'est des moyennes sur les taux. Et par contre, sur les taux de la dommage ouvrage, on a très peu d'éléments parce que là, c'est pareil, les assurances ont encore un peu de difficulté à donner des assurances aux maîtres d'ouvrage. Donc sur ce tableau, on voit donc tous les corps d'État. Donc on part des études avec tous les lots. Et donc on a en orange avant la RCNC et donc en bleu après la RCNC. J'ai des slides plus détaillés parce que là, bon, c'est vrai que ça fait beaucoup d'éléments, on ne voit pas trop. Donc sur le premier slide, la conception. Donc sur ce programme, les études archi avec le BET étaient à 11 millions avec un taux de RC Pro de 3,15. Après la réforme, le taux de 3,15 passe à 6,63 et donc on passe à 11 300 et quelques. Le bureau d'études de contrôle à 1 million, il n'est pas assujetti à la RCNC, donc il reste à 1 million. Et par contre, le maître d'ouvrage chantier et pilotage de 11 millions, donc avec un taux moyen de 2,5, passe à 5,3 moyen. Et donc on voit que l'augmentation pour tout ce qui est maîtrise d'œuvre représente à peu près 3,01%. Donc c'est 3,01% sur le coût global de la construction. Ça représente 0,25 d'augmentation sur l'ensemble de l'opération. Deuxième slide, les différents lots. Donc
Donc, comme l'a dit Emmanuel du COSODA, c'est vrai que c'est les fondations, enfin c'est le gros œuvre, les charpents de couverture et les bureaux d'études qui sont fortement impactés. Donc là-dessus, donc on voit, bon, on était à l'époque à 229 millions. On enlève les VRD qui ne sont pas assujettis. Et là, c'est pareil, ça a été des discussions parce qu'au début, les assurances nous ont indiqué qu'il fallait aussi inclure les VRD. Donc finalement, après discussion avec le comité technique, on a opté que les VRD devaient être exclus. Donc les espaces verts sont aussi exclus. On a certains lots qui n'ont pas changé. Par exemple, la cuisine, où il y avait un poste à 1 million qui représentait donc une RC Pro à 0,3, eh ben, elle reste à 0,3 parce qu'elle passe simplement en RC Pro et pas en RCD. Donc, et on a finalement tous les chiffres qui s'affichent. Et donc, ça nous fait une augmentation pour le gros œuvre et le second œuvre de 0,71%. Donc, ouais, on l'a déjà dit, c'était souvent le gros œuvre qui prenait l'assurance décennale et donc les corps d'état secondaires étaient complètement mis de côté sur cette partie. Donc, c'est vrai que pour eux, ça impacte beaucoup. Si je viens pour le lot menuiserie aluminium, on avait un taux de 0,3%, donc avec 10 millions de travaux, et il passerait à 0,65 avec 10 millions, 0,35. Donc 0,65, attention, ça ne correspond pas. Là, on nous parlait en début donc, de 300 000, tu étais passé à 1,5 million. Là, c'est sur une opération. Donc, il faut proratiser après pour l'opération. Et enfin, donc, l'augmentation globale. Donc, sur l'ancien dossier, on avait l'assurance décennale qui était de 3 26 800, qui n'apparaît pas de l'autre côté, parce que donc l'assurance décennale est inclue dans chaque lot. Et donc, on estime que globalement, le projet prend 1,80, enfin à peu près un peu moins de 2% d'augmentation sur l'ensemble du programme. Donc, on passe de 293 millions à 298 millions. Donc ça fait une augmentation quand même de près de 6 millions. Cette réforme, est-ce qu'elle arrive au bon moment? C'est vrai que le BTP est en crise, mais la retarder, ça serait encore nous mettre encore plus en difficulté sur le quotidien. Donc on a besoin maintenant d'expliquer aux assurances un peu plus quel est notre métier, quels sont les risques qui sont à prendre en compte et ceux à ne pas prendre en compte. Et donc, bon, c'est un travail qu'on continue à faire auprès du CTE. Et donc, c'était tout pour moi. Merci beaucoup pour cette dernière intervention avant d'attaquer la deuxième partie de ces rendez-vous. Alors Stéphane Yoto l'a bien dit au début, vous avez sans doute des questions, mais vous pouvez aussi faire part de votre ressenti par rapport à tout ce qui a été dit. Vous allez avoir la parole. Je ne sais pas si ça va ressembler à un débat ou un cahier de doléances, on va voir. C'est vous qui allez décider. Il y a des micros qui sont disponibles, donc pour toute intervention, je vous demanderai juste de lever bien haut le doigt pour qu'on puisse vous repérer et vous passer la parole. Si quelqu'un veut commencer, oui, on va vous amener un micro tout de suite. Merci, bonsoir. Je profite de l'intervention, M. Pontoni, parce que... Parlez bien dans le micro, oui, s'il vous plaît. J'ai une question relative au VRD. Est-ce que tu peux me repréciser quel était le dispositif sur lequel vous avez abouti? Ça marche ? Oui. Donc, au début, donc, les assurances nous ont dit que la totalité des VRD doit être comprise. Donc, on leur a prouvé que la solidité et la stabilité du bâtiment n'étaient pas à inclure avec les travaux de VRD. Donc on est arrivé à définir que les VRD de façon... les VRD primaires n'étaient pas à inclure. Simplement, dans les VRD, on a aussi la phase de terrassement, etc. Donc en terrassement, les terrassements de masse ne seront pas
à assurer. Seuls les terrassements, si on travaille avec une substitution du sol qui tiendra donc le bâtiment, ou si on se retrouve comme dans le reportage avec un mur de soutènement qui tient la maison, donc ces travaux-là seront à prévoir. Donc un talus, on taille un talus à 1 pour 2 et on a la maison derrière. Donc là, par contre, cette phase de terrassement seront à inclure. Pour tout ce qui est réseau de VRD, donc on aura simplement les VRD qui touchent au bâtiment. C'est-à-dire que tu as une fosse qui est incluse dans le bâtiment. Elle sera à prendre en charge par la RCNC, enfin par la décennale. Cette fosse septique est à l'extérieur, elle ne sera pas à prendre en charge. Alors ça sous-entend que vous, entrepreneurs, quand vous signez des marchés, vous devez avoir une analyse analytique pour extraire de vos marchés ce qui va être pris ou non par la décennale, marché par marché. C'est même encore plus grave que ça. C'est qu'on a parlé du peintre, donc l'artisan peintre, il va falloir qu'il tienne une comptabilité analytique quand il est sur des travaux neufs, c'est-à-dire qu'il fait du ravalement de façade, qui fait de la peinture extérieure, et quand il fait à l'intérieur de la pyolite. La pyolite à l'intérieur serait à exclure, et les traitements extérieurs sont à inclure. Et quid de la maîtrise d'œuvre de ces travaux-là? Alors ça, je m'adresse plutôt aux assureurs, parce que dans les exclusions pour les ouvrages soumis et non à décennale, les VRD sont soumis à décennale à partir du moment où ils ont une liaison avec l'ouvrage qui est, lui, pris en garantie décennale. A priori, on risque d'avoir le même problème. Il y a toute une partie des VRD qui n'ont pas de contact physique. Et moi, j'avais questionné à l'époque la CCI pour savoir si effectivement il y avait une notion technique. Et on m'avait plutôt rattaché ça à une liaison administrative liée simplement au permis de construire. À partir du moment où l'ensemble des travaux étaient décrits dans le permis de construire, à ce moment-là, ils faisaient partie intégrante de l'ouvrage qui était pris en décennale, donc c'est-à-dire toutes les VRD passées en décennale, et y compris la maîtrise d'œuvre associée à ces VRD. Alors, Emmanuel Roche. Alors c'est peut-être un peu technique pour moi sur la partie construction, mais je vais essayer de vous répondre sur la partie assurance. En fait, la distinction, c'est tout ce qui est annexe à la construction. C'est-à-dire qu'effectivement, on a eu un long débat lors des commissions paritaires sur lesquelles on a travaillé tous ensemble pour bien définir. Parce qu'effectivement, les VRD, traditionnellement, on les prend en totalité puisqu'elles ont, dans la plupart des cas, un lien directement avec la construction. Et puis, comme vous l'avez très bien fait remarquer, c'est relativement difficile sur un chantier, en tout cas pour les entreprises qui vont l'effectuer, de séparer de manière analytique qu'est-ce qui va être dans ma VRD annexe avec des connexions avec l'ouvrage ou pas. Est-ce qu'il y a des fluides qui passent? Est-ce qu'il y a des réseaux qui passent dans ces VRD? Voilà, donc c'est tout l'échange qu'on a actuellement avec les entreprises du bâtiment et puis avec l'ensemble des acteurs pour bien déterminer quel est le champ. Après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout ce qu'on va exclure du champ de la décennale pour les entreprises, ça sera exclu du champ de la décennale aussi pour le maître d'ouvrage. Donc il y a un équilibre aussi à trouver avec les maîtres d'ouvrage. Parce que le maître d'ouvrage, il va peut-être vouloir que ces VRD, elles, soient garanties. Donc il faut bien comprendre qu'en limitant de manière sensible le champ de la décennale, on va aussi enlever une partie des garanties pour les maîtres d'ouvrage. Or, cette réforme, elle a pour vocation à sécuriser le maître d'ouvrage et les entreprises. Donc là, il y a un échange, je dirais gagnant-gagnant, mais aussi équilibré à avoir entre les maîtres d'ouvrage et les entreprises. Ma question, ce n'était pas pour vérifier si on pouvait diminuer ce champ. C'était pour comprendre quelle avait été la démarche faite vis-à-vis du constructeur, enfin non, des entreprises, et quelle pouvait être la déclinaison qu'on en faisait derrière pour les BET techniques. Monsieur Abdelaziz, puis après on passera la parole peut-être à quelqu'un d'autre.
sur le site internet qui s'appelle rcnc.gouv.nc, s'il y a une connexion, je vous le montre, il y en a pour 10 secondes, on a partagé toutes les conclusions de l'instance paritaire sur ces questions-là, qui sont des questions, si on les prend dans le détail, qui vont nécessiter beaucoup d'explications. Et vous avez une liste de tous les ouvrages sur lesquels on a mis, je crois, une terminaison inclus ou exclus, qui permettent de clarifier en fait l'application de la loi. Ce que je tiens à vous dire, c'est que c'est la loi qui définit le périmètre. Nous, on ne fait que l'expliquer, on ne fait que l'interpréter. Aujourd'hui, les VRD, tous les VRD qui sont complètement désolidarisés de la construction, je simplifie pour faire court, n'entrent pas dans la garantie décennale obligatoire. Vous pouvez avoir une garantie décennale si votre client le demande, vous la souscrivez, le client souhaite avoir une garantie décennale, et dans ce cas-là, il en assume les charges. Mais elle ne relève pas de l'obligation, puisque ce qu'on va chercher à protéger par la réforme, c'est la construction, en fait, l'endroit où l'habitation. Voilà. Si vous avez dans un bâtiment, par exemple, un ouvrage de VRD, un parking souterrain, par exemple, évidemment, lui, il va être intégré dans la garantie décennale, puisque de fait, il sera solidaire des éléments de structure de la construction. Est-ce que j'ai à peu près répondu à votre question ? À moitié. Vous vouliez commenter la page Internet rapidement, puis on passera la parole à quelqu'un d'autre ensuite. On essaye de partager beaucoup d'informations sur ce site. Donc, vous avez une rubrique qui s'appelle Assurance de la construction. Vous avez une rubrique qui s'appelle Instance paritaire de l'assurance construction. Et ici, vous avez des éléments de doctrine. Donc, par exemple, sur le périmètre, il y a toute une note qui explique ce que je viens de vous dire, là, et qui, par exemple, si vous êtes sur les VRD, je ne sais pas si vous arrivez à lire, oui. Voilà, vous avez sur les VRD, par exemple, les démolitions sont totalement exclues du champ d'application. Si votre entreprise fait de la démolition n'entre pas dans le champ de la garantie décennale. Sur les terrassements, ce qui est expliqué, c'est que si le solde des terrassements, c'est d'avoir une résistance mécanique qui permet d'appuyer des fondations, et donc il y a des exigences techniques liées à la restitution du sol nu, et dans ce cas-là, ça va rentrer dans le bulbe de fondation de la maison, et évidemment, ça va rentrer dans la garantie décennale. Si ce n'est pas le cas, c'est pas le cas. Voilà, donc il y en a quand même, vous voyez, pas mal de pages. Mais on a essayé, et puis c'est un document qui va vivre. Au fur et à mesure des questions que vous nous poserez, on clarifiera ce qu'est le périmètre de cette réforme qui garantit les éléments de structure, l'étanchéité, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais pas l'impropriété à destination, comme beaucoup de gens ont tendance à le penser, qui n'est pas du tout dans le champ calédonien. Voilà, donc je vous remontre le site. N'hésitez pas à y aller. Et vous avez d'ailleurs également sur le site un système de liens, de questions sur lequel on essaye, mes équipes, dont une personne est là, essayent de répondre aussi rapidement qu'on peut à toutes les questions que vous pouvez. Vos questions sont légitimes, vos questions sont toutes pertinentes, ne vous censurez pas. C'est pas ça, je sais pas. Il sait pas ce qu'il fait. Mais bref. On est en train de changer de sujet là. Voilà, on a changé de sujet. Voilà. N'hésitez pas à poser des questions, au contraire. Merci bien. Une autre intervention au fond, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Pardon. Fabien Masson, je suis gérant d'entreprise, Costantin, je fais de la charpente couverture. Moi, il me semble que le texte sur l'application de la décennale, le champ d'application est relativement clair, le travail est fait et détaillé. En revanche, moi, je trouve que c'est la réponse des assureurs qui est pas très claire. Je suis désolé, monsieur Roche. Mais, moi, je vais prendre mon exemple pour être précis. J'ai la mauvaise idée d'avoir 3 secteurs d'activité. Je fais de la charpente couverture, je fais de l'étanchéité et je fais des travaux de serrurerie et autres qui sont pour le coup pas forcément soumis à la décennale ou moins soumis et avec moins de risques. Et j'ai aussi la mauvaise idée de travailler sur des opérations qui sont soumises à la décennale, qui rentrent dans le champ d'application de la décennale, et d'autres qui ne le sont pas. Donc quand on combine tout ça, je me retrouve avec un taux qui est très variable. Les propositions que j'ai pu avoir des assureurs pour la décennale, tous m'ont fait une proposition avec un seul taux sur l'ensemble de mon chiffre d'affaires. Et au final, je me retrouve probablement pénalisé par rapport à certains concurrents qui, eux, ne font qu'un secteur d'activité et ont donc un taux plus faible que moi, qui suis pénalisé par mes secteurs d'activité à risque, que sont l'étanchéité, par exemple. Donc ma question est, est-ce qu'il ne serait pas possible d'avoir des taux de décennale qui s'appliquent sur les différents champs d'activité, secteurs d'activité précis, c'est-à-dire la charpente couverture, un taux, et puis la charpente couverture soumise et la charpente couverture non soumise. Et moi, ça me permettrait de pouvoir répondre
aux appels d'offres de manière plus précise et surtout d'être concurrentiel par rapport à certains concurrents qui n'ont pas les mêmes contraintes que moi. Emmanuel Roche. Et surtout, qu'est-ce qui empêche de faire cela? Et j'ai bien compris quand tout à l'heure vous disiez que le taux doit s'appliquer à l'ensemble du chiffre d'affaires parce qu'il y a la RC Pro dedans qui s'applique à l'ensemble du chiffre d'affaires. Ce n'est pas un problème. Moi, je veux bien avoir un taux de RC Pro et un taux de décennale et différents taux de décennale en fonction de mes secteurs d'activité. Alors c'est une très bonne question, je vous remercie de la poser. Ce n'est pas pour la formule, mais c'est parce que ça peut peut-être permettre d'expliquer un peu comment fonctionne la détermination du taux. Alors il est vrai que quand on a une entreprise qui fait qu'une seule activité, c'est beaucoup plus simple. On a des nomenclatures qui, par rapport aux activités, vont déterminer le taux. Mais si je prends volontairement une entreprise qui ne ferait que de la couverture pour deux entreprises différentes, qui feraient exactement la même activité, elles n'auront pas forcément le même taux de cotisation. Pourquoi? Parce qu'on va tenir compte aussi de l'ancienneté de l'entreprise, de sa sinistralité, de la part de son chiffre d'affaires qui va être soumis à la décennale et de la part des activités qu'elle va sous-traiter. Tout ça pour vous montrer que ce n'est pas aussi simple qu'une activité ou un multi-activité. Par rapport aux entreprises qui réalisent, comme la vôtre, des activités très larges et différentes, effectivement, l'assureur, il va déterminer, en fonction des informations que vous allez lui donner, une estimation de ce que représente le risque, et donc il va déterminer par rapport à vos activités d'étanchéité, de couvreur ou sur les autres activités, quel va être le taux. Mais effectivement, il va vous communiquer un taux unique pour pouvoir asseoir sa cotisation avec son assiette. Donc, ce qui va ensuite, au moment de l'exercice s'écoule, vous allez avoir en fin d'exercice ou en début d'exercice suivant une révision qui va se faire. Parce qu'évidemment, on est sur de l'estimatif. L'assurance, ça reste un élément déclaratif. Si je prends complètement un autre exemple, si vous nous déclarez que vous habitez dans un F2 et qu'en fait vous habitez dans un F5, au moment du sinistre, évidemment, on va vous reconstruire un F2, pas un F5. Donc mais on ne va pas forcément aller vérifier que vous habitez bien un F2 et non pas un F5. Donc ce qui veut dire aussi que par rapport à vos activités, c'est vous qui déclarez quelle est la part du chiffre d'affaires que vous réalisez sur tel type d'activité, et ainsi de suite. Ce qui permet ensuite à l'assureur, à la fin de l'exercice suivant, de faire une révision sur la réalité des activités et du chiffre d'affaires qui en découle, pour vous donner effectivement soit un remboursement de cotisation si par exemple le chiffre d'affaires il a baissé, ou si dans le mix de vos activités, finalement vous avez réalisé un peu plus de, je sais pas moi, de toiture que d'étanchéité, ou de charpente que d'étanchéité, et ce qui va affiner la cotisation réelle à payer, ou alors, deuxième cas de figure, eh bien une augmentation du coût de cette assurance. J'entends bien, merci pour la réponse. Cependant, nous, le souci qu'on a, ce sont les réponses aux appels d'offres. Parce que dans le système que vous venez d'énoncer, notre taux est révisé en fin d'année. Et effectivement, notre part de chiffre d'affaires peut être très variable d'un secteur d'activité sur l'autre, d'une année sur l'autre. Et puis, les opérations soumises ou non soumises. Si on avait un taux qui était donné par secteur d'activité et soumis, pas soumis, ça nous permet, nous, dans nos appels d'offres, de l'intégrer et donc de répondre au plus juste. On se retrouve avec votre système où on a un taux unique qui nous est annoncé après coup, devant le fait accompli, sans pouvoir anticiper. Alors, ce que vous décrivez, c'est lors de la mise en place, vous voulez dire, du contrat, parce que là, effectivement, les taux vous ont été communiqués pour cette nouvelle garantie qui est la responsabilité civile décennale lors de l'extension de la garantie. Donc effectivement, si je comprends bien, pour les appels d'offres sur lesquels vous avez répondu avant, effectivement, vous n'aviez pas connaissance de ce taux, donc c'est compliqué, ça je l'entends bien. Maintenant, les bases contractuelles, enfin dans ce qui vous a été proposé par l'un des assureurs avec qui vous avez contractualisé, cette base de taux, aujourd'hui, vous la connaissez. Donc vous pouvez, enfin, me semble-t-il, avoir une estimation de l'impact pour répondre aux appels d'offres sur lesquels vous... Non, parce que je ne sais pas comment a été calculé ce taux unique. Je n'ai pas la formule du taux unique me disant tel taux est appliqué à tel secteur d'activité et au final, ça vous fait un taux moyen de celui qui m'a été proposé. Donc aujourd'hui, moi, je sais anticiper la variation de mon chiffre d'affaires, de la répartition de mes différents secteurs d'activité sur les années à venir, en fonction des appels d'offres auxquels je réponds, mais je n'ai aucune idée de la manière dont le taux va évoluer.
Parce que la formule de calcul de ce taux ne m'a pas été donnée. Je peux me tromper, mais ce qui me semble important pour vous, c'est quelle est la charge financière que ça représente. L'activité d'une entreprise qui a justement plusieurs activités qui sont peut-être concomitantes ou pas, fait partie aussi de l'analyse du risque qui va être fait par l'assureur. Ça peut être une source potentielle plus élargie, plus large, si vous voulez, de sinistres. Donc c'est sûr qu'une entreprise qui a une activité de pluriactivité, la charge financière par rapport à une entreprise ou 3 entreprises qui feraient exactement les mêmes chiffres d'affaires sur les mêmes ouvrages, le fait d'être en multi-activité est quelque part, techniquement, plus pénalisant financièrement par rapport au coût de la charge que 3 entreprises séparées qui réaliseraient ces activités. Voilà. C'est peut-être l'élément d'éclairage que je peux vous donner. Ben moi, Allez-y, oui, madame, vous parlez. On m'entend? Oui, on vous entend. Je souhaitais intervenir derrière parce que moi, je représente une activité maîtrise d'œuvre, bureau d'études, et on a exactement la même problématique. Donc, si je reprends le tableau qui a été présenté, on est à peu près dans ce cas de figure, c'est-à-dire qu'avec une RC professionnelle, là, on voit une évolution d'une RC professionnelle pour les bureaux d'études architectes de 3%, qui passerait à 6% avec la décennale. Notre activité, nous, on est bureau d'études plutôt VRD, on a entre 5 à 10% de notre activité qui va être soumis. Donc, c'est ce qu'on présente à l'assureur. Aujourd'hui, on semble aller vers une évolution d'un taux qui va être celui qui a été présenté. Donc, j'imagine que celui qui a été présenté de 3 à 6%, c'est quoi? C'est avec une 100% de l'activité soumise. Nous, on va se retrouver dans ce cas de figure alors qu'on n'a que 10% de notre activité qui est soumise. J'aimerais bien qu'on me présente un taux avec 10% d'activité soumise et un taux avec 100% d'activité soumise. Et on verrait bien la différence. Normalement, on devrait plutôt se rapprocher d'un 3%, pas d'un 6%, ou 6,5%. C'est un peu la même problématique. On est exactement dans ce cas de figure. Oui, là, c'est encore les assureurs qui peuvent vous répondre. Par contre, pour l'exemple qu'on a indiqué, on est parti sur la maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire l'architecte, qui n'a pas changé. Parce qu'ils étaient à l'époque assurés à la MAF, ils restent assurés à la MAF, et il semblerait qu'il n'y ait pas d'augmentation. Donc l'augmentation, elle est encore plus importante pour les bureaux d'études. Finalement, parce qu'on passe de 3 à 6, mais c'est les bureaux d'études en sachant que l'archi est stable dans notre projection. Donc votre taux est encore a priori bien plus élevé que ça. Maintenant, c'est l'assureur qui peut vous répondre. Moi, je ne peux pas vous répondre sur donc clairement, question à l'assureur. Est-ce qu'il y aurait, si je vous pose la question, je vous demande 2 simulations. Une simulation où j'ai 50% de mon taux de mon activité qui finalement est soumis, et une simulation où j'en ai que 5 ou 10%, est-ce que je vais voir réellement une différence de taux? En fait, le fonctionnement est un peu différent. C'est-à-dire que quand vous allez nous déclarer votre chiffre d'affaires, vous allez nous dire quelle est la part de votre chiffre d'affaires qui est liée à votre activité, qui est soumise à la décennale ou pas. Et c'est ça qui va déterminer le taux. Après, sur l'assiette sur laquelle ça va reposer, l'assiette pour la partie décennale ne va reposer que sur la partie des ouvrages qui sont soumis à décennale. Puisque on ne prend pas de cotisation sur la partie qui ne l'est pas. Ensuite, comme ce sont des contrats multi-professionnels dans lesquels vous avez également votre responsabilité civile professionnelle, là, effectivement, cette part-là, elle couvre l'ensemble de vos activités. Ensuite, sur l'augmentation du taux, pourquoi ça passe de 3 à 6, en gros, dans l'exemple, c'est tout simplement, dans le système précédent, la contribution des bureaux d'études sur le contrat de longue durée, c'était le nom du contrat unique par chantier qui était pris, il était en général nul. Or, vous étiez dans vos activités couverts par ce contrat. C'est pour ça que je disais aujourd'hui, chacun va payer pour ses responsabilités. Et c'est vrai qu'en cas de sinistre, les bureaux d'études, ils sont systématiquement appelés à la cause. Alors, sur la partie des activités, si je comprends bien votre activité de bureau d'études en VRD, effectivement, il y a une partie par rapport à l'échange qu'on a eu précédemment, qui ne va pas être en assiette, qui ne va pas être soumis. Mais la détermination du taux, elle tient compte du fait,
est-ce que votre activité, quelle est votre activité, quelle est la part de votre chiffre d'affaires qui est liée à la décennale, aux ouvrages liés soumis à la décennale ou pas. Et c'est ça qui va impacter, qui va vous servir à l'assureur pour vous communiquer votre taux. Je ne sais pas si j'ai été suffisamment clair. Ben, en fait, oui, voilà, vous répondez pas à ma question. En fait, ça, je l'ai bien compris. Je vais vous donner un pourcentage. On donne un pourcentage de soumis, non soumis, et puis vous calculez un taux. Moi, je vous pose juste la question est-ce que réellement, si on fait 2 simulations avec un taux soumis très faible et un taux soumis fort, est-ce qu'on a une réelle différence de taux? Parce que moi, j'ai pas cette impression. J'ai l'impression qu'en fait, on va passer d'un clairement, si mon activité elle a très peu d'ouvrages soumis, mon taux devrait peu varier. Non, ce qui va varier essentiellement, c'est l'assiette sur laquelle vous avez appliqué ce taux. Parlons du taux. Parce que là, du coup, je ne comprends plus. On va bien déclarer un chiffre d'affaires unique avec un taux unique. Pour le moment, c'est ce qu'on m'a présenté. Alors, ce que vous avez à déclarer quand vous faites la mise en place de votre contrat, je vais essayer d'être le plus pédagogue possible, c'est d'avoir quelle est votre activité, bon ça vous l'avez déterminé, quel est votre chiffre d'affaires global, c'est ce qui va servir pour la partie responsabilité civile professionnelle, quelle est la part de votre chiffre d'affaires qui est liée à des ouvrages qui sont soumis à la décennale, quelle est la part de votre chiffre d'affaires que vous sous-traitez. Et puis après il y a les questions qui sont liées à la sinistralité, à l'expérience et à l'ancienneté de l'entreprise. C'est ça qui va permettre à l'assureur de déterminer le taux. Ensuite ce taux effectivement, il y a une partie qui sert à couvrir les risques liés à la garantie responsabilité civile professionnelle et l'autre qui sert à couvrir la responsabilité civile professionnelle. Et ensuite, on va avoir un taux unique qui sert à, effectivement, déterminer quel est le montant de la cotisation. Mais c'est bien l'analyse des données que vous allez nous communiquer à votre assureur qui va lui servir à déterminer le montant du taux. Pour répondre à votre question, vous pouvez prendre 2 entreprises, vous prenez vous et puis je ne sais pas qui est votre concurrent, vous n'aurez pas forcément exactement le même taux puisque c'est lié à vos activités, la répartition du chiffre d'affaires, votre ancienneté. Donc il n'y a pas un tarif unique qui sortirait comme un produit. Je ne peux pas répondre autre chose. Mais vous répondez toujours pas à ma question. Il essaye pourtant, je vous promets. Hein. Écoutez la réponse parce que c'est vraiment comme ça que ça se passe. On va peut-être écouter Stéphane Yoto sur ce sujet-là. On avait eu, je vais reprendre un peu les mêmes propos. On avait eu la chance de se rencontrer, le bureau de la CCI, le COSODA, et je pense qu'une des conclusions à laquelle on était arrivé, c'était le manque de transparence, et qu'on avait besoin, nous, les entreprises, de comprendre. Non pas je donne 2 informations, c'est-à-dire, ça a été mon cas, je donne un chiffre d'affaires. Et derrière, je prends une augmentation de cotisation sans bien comprendre comment s'est construite cette augmentation de cotisation. Et c'est vrai que quand même, si on pouvait avoir un petit peu d'éclairage sur la construction de cette augmentation, on aurait peut-être un petit peu moins de questions comme on l'a là, parce qu'on peut y passer la soirée sur les cas des uns et des autres. Sur moi j'ai eu ça et je comprends pas, et ci et ça. Et vraiment, ce qu'on vous demande aujourd'hui, c'est un petit peu de transparence, parce qu'on a l'impression que les seuls gagnants de cette réforme, et on l'avait dit, c'est les assureurs. Et pourtant, je comprends que vous êtes un métier à risque, etc. etc. Donc c'est pas polémique. C'est simplement pour vous dire, s'il vous plaît, messieurs les assureurs, un petit peu plus de transparence. Vous avez passé du temps à expliquer dans votre introduction. Non, mais il n'y a pas de souci, on est là pour échanger. La réforme, elle n'a pas été demandée par les assureurs. C'était demandé par les Calédoniens, qui rencontrent les difficultés qu'on a vues dans la petite vidéo qui a été faite. Et ça, je pense que c'est important de ne pas l'oublier. Ensuite, ce que je disais tout à l'heure en introduction, c'est que l'assurance, c'est un transfert de risque. Donc l'assureur, il va prendre en charge les indemnités qui sont dues au maître d'ouvrage, ou prendre en charge les mises en cause, enfin au niveau financier et pécunier, de votre responsabilité civile. Et c'est bien ça la charge. Donc encore une fois, je ne suis pas du tout convaincu aujourd'hui que l'assurance construction en Calédonie va être bénéficiaire pour les assureurs. Je pense plutôt le contraire. Y compris avec les taux qui vous sont communiqués. Après, sur la transparence, on essaye d'expliquer de manière plus transparente possible. Ce que j'essaie juste de vous dire, c'est que je n'ai pas un catalogue avec telle activité, tel prix. Pourquoi ? C'est ce que j'essaie aussi
d'avoir dans cet échange. C'est-à-dire qu'en fonction, il y a plusieurs paramètres qui vont prendre en compte la détermination du coût. Si je prends un parallèle avec l'assurance voiture, sur une assurance voiture, pour aboutir à un tarif, vous avez peut-être 60 critères qui vont être tarifants. Et bien pour votre activité, c'est exactement la même chose. Je n'ai pas juste une activité, un taux. Ça ne fonctionne pas comme ça. Je ne peux pas vous dire autre chose, ça ne fonctionne pas comme ça. Et donc on va déterminer, je prends votre exemple, non pas votre exemple, une entreprise qui ferait du gros œuvre, qui sous-traiterait une partie de son activité, et une entreprise qui ne sous-traiterait aucune partie de son activité, forcément, l'assureur, en termes de prise en charge du risque, elle n'est pas la même, puisque la partie qui va être sous-traitée, peut-être que l'entreprise qui sous-traite a une moins bonne maîtrise du risque que l'entreprise qui le fait directement. Donc, il y a un certain nombre d'éléments tarifants, c'est les éléments que j'ai évoqués tout à l'heure, qui vont déterminer le taux. Mais il n'y a pas j'ai pas bureau d'études VRD, c'est 3,63. Ça n'existe pas. Donc ça, je ne peux pas vous le communiquer, des éléments qui n'existent pas. Alors, d'autres interventions par là-bas. Une ici, puis après, on ira de l'autre côté. Oui, bonsoir. Une question pour toi, un petit peu poil à gratter, Emmanuel. Finalement, si on fait une comparaison à un niveau macro entre ce que l'on connaissait avant et ce que l'on a aujourd'hui, il n'y a pas une très grande évolution en termes de périmètre, puisque finalement les étanchéités, couvertures, etc. étaient déjà, la plupart du temps en tout cas, souscrites sous forme d'avenant. Il y a véritablement que les parties enterrées qui sont garanties aujourd'hui et qu'on n'avait pas avant. J'ai quand même l'impression, et n'étant pas constructeur, que lorsque l'on fait le cumul de l'ensemble des surcoûts qui sont occasionnés aujourd'hui par l'arrivée de l'assurance décennale, en plus de la RC Pro, sur la globalité des entreprises qui appartiennent au BTP en Nouvelle-Calédonie, on va avoir un chiffre d'affaires de l'assurance décennale largement supérieur à ce que généraient autrefois les primes chantiers en matière de décennale. Pour autant, avec la qualification professionnelle et le RCNC et tout un ensemble d'éléments qualitatifs qui devraient conduire à une baisse de la sinistralité, on devrait avoir un ratio coût sinistre par rapport au chiffre d'affaires généré par la prime qui devrait largement s'améliorer. Pourtant, tu nous dis que l'activité devrait perdre de l'argent. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. En tout cas, je ne suis pas devin, donc je ne sais pas si on va perdre de l'argent, mais je dis juste aujourd'hui, je ne sais pas si on va en gagner, clairement. Alors, pour essayer de répondre à la question, ce qu'on assure quand on prend une cotisation, dans le cadre de la dommage ouvrage ou de la RCD, ce n'est pas uniquement votre activité. Je n'avais pas vu, je croyais que c'était moi. Ce n'est pas uniquement votre activité. Parce que si je prends un cas de figure où il y aurait, ce qui est rarement le cas, mais pour essayer d'être le plus simple possible, un sinistre avec une seule cause, une seule entreprise responsable, peut-être qu'il soit du second œuvre, je ne vais pas couvrir que le second œuvre, je vais bien payer, enfin là, quand je dis je, l'assureur va bien payer une habitation dans son ensemble. Donc le cumul des cotisations d'un côté multiplié par le cumul de mise en cause de vos responsabilités pour lesquelles, encore une fois, vous êtes présumé responsable, et ça, ce n'est pas le fait des assureurs, c'est le cadre réglementaire et législatif qui l'a imposé, fait qu'effectivement, on va avoir, de mon point de vue, mais je peux me tromper, une augmentation des mises en cause de vos responsabilités civiles lors de sinistres liés à la construction. Et c'est pour ça que je ne suis pas persuadé que, même avec les taux actuels qui vous paraissent, j'ai bien compris, excessifs, exorbitants, comme vous le décrivez, je ne suis pas du tout convaincu que ça sera un marché à l'équilibre. Mais je ne suis pas devin, je ne sais pas. Tout ce que je constate, c'est que par le passé, un des assureurs qui délivrait ce type de garantie en Calédonie a arrêté de le faire, vraisemblablement parce qu'il versait plus de prestations qu'il n'encaissait de primes. Voilà. Après, c'est vrai que le but de la réforme, c'est d'avoir une ambition vertueuse d'amélioration de la qualité. Et effectivement, s'il y a une baisse de la sinistralité, les assureurs, ils seront aussi présents et joueront le jeu sur la révision des taux ou des cotisations pour accompagner ce phénomène d'amélioration à la fois de la qualité des acteurs et puis du bâti pour le Calédonien. Mais ça prend un petit peu de temps quand même pour le constater, pour le voir. Une autre intervention ? Ma question, elle va un petit peu dans le même sens sur l'objet de la garantie. Parce que si j'ai bien compris, ce qui est garanti uniquement, c'est la solidité. Et donc la solidité, la structure. Donc en fait, on garantit le sinistre qui est de nature à faire s'effondrer la construction.
En tout cas, c'est comme ça que c'est interprété la solidité de l'ouvrage dans la version métropolitaine du texte. Donc, comme on a enlevé l'impropriété de destination dans notre texte, qu'on a enlevé la garantie des vices cachés, comme elle existe en métropole, qu'on a gardé que la partie structurelle, ça veut dire qu'en plus, j'ai l'impression qu'on ment un petit peu sur le calédonien qui est protégé, parce que tout ça est plus compliqué, coûte plus cher, pour des risques qui, sauf à ce que vraiment je me trompe et que je connaisse rien à la question, il n'y a pas eu énormément de constructions qui se sont effondrées jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Donc voilà, c'est un peu aussi la critique que je ferais, c'est qu'on présente comme étant quelque chose de plus protecteur qu'avant, de plus vertueux pour la garantie du Calédonien moyen qui fait construire sa maison, alors qu'en fait, je pense que le risque que sa maison s'effondre et qu'il puisse effectivement profiter de ce nouveau système, il me semble qu'il va plutôt être assez anecdotique, assez rare, quoi. Personne de mes confrères. Je réponds parce que ce n'est pas une question liée à l'assurance. Là, c'est le champ de la décennale. Bon, je vais... Ouais. Entre le moment où il y a survenue d'un sinistre et le moment où la maison s'effondre, il y a un certain nombre d'étapes quand même. Vous êtes d'accord avec moi? Il n'y a pas d'effondrement spontané de maison. Enfin, ça arrive. Voilà. L'intérêt de cette démarche, là, c'est que de façon progressive, et vous avez vu, si on est là pour en parler ce soir, c'est que vous trouvez même que cette façon progressive va déjà, d'un côté financier, avoir un poids trop important. On va essayer de sécuriser la démarche. C'est-à-dire que l'assureur de dommages, c'est ça en fait l'intérêt du système. Hein, c'est que l'assureur de dommages, lui, dès qu'il y a survenue d'un dommage qui rentre des fissures, je peux plus, enfin, je veux dire, j'ai des problèmes d'étanchéité, il pleut dans mon domicile, mon sous-sol est inondé. Eh ben, je suis immédiatement, sans recherche de responsabilité, pris en charge par un expert qui va identifier le montant du sinistre et aider à la réalisation des travaux qui vont bien. Voilà. Sans doute dire, ça ne compromet pas la solidité de l'ouvrage, donc c'est hors décennal. Si mon sous-sol est inondé, ça ne compromet pas la solidité de l'ouvrage. Mais la garantie apportée par le code napoléonien se limitait à la ruine de l'ouvrage. D'accord ? La garantie apportée par le code civil calédonien étant la stabilité, la solidité, l'étanchéité des parois enterrées et des couvertures. Dans un risque décennal, c'est-à-dire que dans cette même séquence d'analyse de risque, si vous avez votre toit qui fuit complètement au premier orage comme on a connu ce matin, eh ben, vous allez faire jouer votre assureur de dommages en tant que client et vous serez pris en compte. Contrairement à ce qui se passait auparavant où on ne couvrait que la... Si, moi je suis sûr. Enfin, si vous n'êtes pas sûr, moi je suis sûr. Croyez-moi. Donc c'est comme ça que ça a été fait. Lorsqu'on en a parlé avec toutes les parties prenantes, on a essayé de trouver un point d'équilibre de façon à y aller de façon la plus progressive possible. C'est pour ça que les qualifications s'adressent à toute la population des constructeurs, mais que la responsabilité décennale ne les concerne pas tous. L'idée, c'était de se dire, il y avait une partie des gens qui disaient, allons à la propriété à destination, allons-y, franchement, augmentons le niveau. Ça, c'est par exemple, je ne sais pas s'il y a des personnes du UFC que choisir, c'était ça leur discours. Vous en aviez d'autres qui disaient, non, on va peut-être commencer. Et on a trouvé que le premier point d'équilibre, c'était déjà de regarder les grosses causes de sinistres qu'on rencontrait en Calédonie, en analysant les données qu'on avait, parce que malheureusement, on n'en avait pas beaucoup. On va en produire d'ailleurs beaucoup mieux aujourd'hui. Et dans ces causes de sinistres, il y avait les inondations, l'incapacité à habiter chez soi, tout simplement parce que dès qu'il y avait un orage, il y avait des malfaçons, il y avait des problèmes qui faisaient que j'étais inondé chaque fois qu'il y avait une pluie. Évidemment, notre interlocuteur qui a lancé les débats a parlé des étanchéités verticales. On les a aussi en ligne de mire, hein, si je peux dire. Enfin, c'est pas ligne de mire, mais on les a aussi en objectif. Parce qu'évidemment, mais là, on va travailler avec la profession, comme on a fait avec toutes les autres professions. Et si on doit étendre le champ de la garantie décennale, y compris aux étanchéités verticales, ça se fera en accord avec la profession, avec une analyse de risque et surtout une mesure de l'impact financier. Parce que l'idée, c'est pas de couvrir tous les risques, mais que plus personne ne puisse se construire. L'idée, c'est qu'on arrive justement à accompagner petit à petit par une maîtrise de la sinistralité. On investit beaucoup en ce moment, et pas seul, d'ailleurs avec la Fédération du bâtiment, avec les assureurs, dans un montage très original que j'aimerais que vous ayez en tête quand même, où tout le monde finance sur l'analyse des pathologies du béton, parce qu'on est tous déterminés à maîtriser cette pathologie qui efface un peu toute la sinistralité calédonienne, parce qu'elle est massive. On le voit sur l'aquarium, on le voit ailleurs. Les problématiques qu'on a du béton sont endogènes par rapport aux composants qu'on y met, sont liées aussi à des pratiques, etc. On va travailler sur tout ça, on va communiquer. Et c'est comme ça qu'on va y arriver. Petit à petit,
en mesurant la sinistralité, en limitant son impact, ben c'est ce qu'a dit l'assureur, hein, moins il y a de sinistralité, moins il y a d'impact, ben moins on en paiera de prime d'assurance, puisque la prime d'assurance, ça sert justement à couvrir ce risque. Après, il ne faut pas qu'on tombe sur un phénomène complètement absurde qu'on a tous connu, d'assureurs qui sous-estiment le risque et qui, à la fin, quand vous avez besoin d'eux, n'existent pas. Donc vous avez peut-être ici, dans cette pièce, des gens qui étaient assurés par des assureurs qui n'existent plus, qui ont payé des garanties décennales, et ces garanties décennales, elles n'existent plus. Je rappelle que l'autorité prudentielle de contrôle et de résolution a écrit il y a un mois en disant « Ne faites plus de recours, vous n'avez plus de droits. Donc vous avez payé une garantie décennale, tant pis pour vous, vous n'avez plus de couverture. » Donc il y a un juste prix à payer. Vu du maître d'ouvrage et vu du constructeur, nous, on est là pour essayer d'expliquer comment ça s'est passé. Il faudra que... on en est au tout début, hein, on est dans les tout premiers contrats, on a de la pédagogie à faire, vous avez des difficultés à nous remonter. Et la synthèse de tout ça, ça sera de trouver le juste prix par rapport à une garantie qui, je répète, se fait sans franchise. Quasiment, il y a 25 000 francs de franchise, ce n'était pas le cas avant. Et se fait surtout sans plafond. Si vous avez embelli votre maison, si vous avez investi dans votre maison, on vous reconstruira la maison telle qu'elle était au moment du sinistre, pas telle qu'elle a été construite à l'origine. Enfin, c'est toutes ces questions qui amènent quand même, à mon avis, un niveau de protection très supérieur à ce qui était auparavant. Les simulations que nous ont données la Fédération du bâtiment, sur une maison de 16 millions de francs, faisaient apparaître un surcoût tout compris de 134 000 francs. Mettez-le en rapport avec les 15 millions que le monsieur qu'on a vu, que je ne connais pas, hein, doit mettre en place pour éviter que sa maison descende dans la colline. Voilà. C'est ces proportions-là qu'il faut qu'on ait en tête. José Aparizi. Oui, merci. Effectivement, je voudrais quand même rappeler un peu l'historique de toute cette réforme. C'est qu'elle était censée améliorer la qualité de la construction, la qualité de la main-d'œuvre, pour réduire les coûts. En fin de compte, on arrive au bout de l'exercice, on s'aperçoit que c'est le contraire. Donc c'est là où je rejoins un petit peu Stéphane aussi, c'est que la transparence, elle n'a pas eu lieu, n'a pas été claire de la part des assurances, alors que ça faisait déjà 2 ans qu'on réclamait des projections sur des taux à venir. Et malgré l'application de la loi au 1er juillet, on a eu des taux qu'au mois d'octobre encore. Hein. Donc c'est un petit peu ce qui est gênant et c'est le ressenti général du métier. C'est pourquoi est-ce qu'on arrive là, alors qu'on est censé réduire les coûts, comme disait Divi aussi tout à l'heure. Si on a une main-d'œuvre qualifiée, on aura encore moins de sinistralité qu'on l'avait auparavant et on augmente encore les coûts. Donc, Manuel, je suis désolé, je ne vois pas comment ça va te coûter plus cher. Alors qu'on est en train de chercher des gens qualifiés avec de l'expérience et des diplômes, ça ne va rien changer au métier. Au contraire, ça va l'améliorer. Je ne sais pas s'il y a une question en fait dans ce que tu formules, mais non, pas forcément. C'est le ressenti général en fait. Ce que les gens sont aujourd'hui étonnés, c'est pourquoi cette augmentation. On ne peut pas dire en fonction de tel métier ou de tel bureau d'études ou de telle entreprise, on va lui adapter un taux en fonction du chiffre d'affaires, en fonction du truc. Ça ne tient pas la route. Il faut revenir peut-être sur un ABAC en disant peut-être tel métier, ça représente tant de pourcentage. Mais on ne peut pas laisser libre choix comme ça de dire on va mettre un taux aléatoire. On n'arrive pas à faire aujourd'hui des appels d'offres avec un taux pour un chantier. Si j'ai bien compris également l'histoire de Fabien. Il est là le problème. Merci pour la remarque qui a effectivement déjà été soulignée. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui, la dame qui est derrière vous, et puis on aura quelqu'un d'autre au fond après. Oui, bonsoir. Donc j'entends bien tout ce qu'on nous dit depuis le début de la soirée et tout ce qu'on nous répète depuis plusieurs mois déjà. Le constat, il est quand même très surprenant. Nous, on est constructeurs de villas individuelles. On nous dit donc que c'est à la demande des Calédoniens en fait que cette réforme a été faite et que les assurances, ces nouvelles assurances vont être mises en place. Aujourd'hui, est-ce que les assureurs qui sont présents, notamment ce soir, sont capables de nous dire le montant qu'ils ont dû rembourser aux Calédoniens sur les 10 dernières années dans des situations d'intervention de décennale comme vous le dites ce soir. Est-ce qu'on est capable d'avoir des statistiques? Alors, il y a un éclairage que je peux vous donner. Il y a une des compagnies, qui n'est pas présente là, donc je ne vais pas la citer, mais peu importe, sur l'année 2019, qui a plus de prestations à verser, donc de sinistres à payer, que de cotisations encaissées. Et ce qu'il faut bien se rendre compte,
Je vois votre mood dubitatif, mais... Sur de la villa individuelle? Si vous me posez une question, sur de la villa. Permettez-moi d'y répondre. Non, de manière globale, là, je ne connais pas tous les... Je parle de villa. Non, mais Ma question portait sur la construction de villas individuelles. Si vous voulez, pour l'assureur, ce qu'il va regarder, c'est sur le marché de la construction, est-ce que c'est une activité rentable ou pas. Donc cet assureur, il a versé plus de prestations qu'il n'a encaissé de sinistre. Alors sur un an, ça peut arriver. Maintenant, quand vous avez une répétition de ce phénomène-là, ce qu'il faut bien avoir conscience, c'est que sur un dossier, vous pouvez avoir des montants qui sont très élevés. Premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, souvent, quand les dossiers sont importants, ils partent au judiciaire. Au judiciaire, le juge, il va chercher, en fait, il y a un litige, il cherche un payeur. Quand il y a une compagnie d'assurance, là, vous pouvez me faire confiance, il va aller chercher la compagnie d'assurance pour payer. Ce qui fait que nous sommes, de temps en temps, condamnés à payer, y compris sur des exclusions de nos contrats. D'accord ? Donc j'ai cette confrère qui m'a expliqué, sur une étanchéité de parois, sur laquelle il n'y a pas de garantie qui était prévue, elle a été condamnée à payer plusieurs centaines de millions. Voilà. Donc c'est un élément de réponse que je peux vous donner. Après, sur votre entreprise à vous ou celle de votre voisin, là, évidemment, je ne peux pas répondre. En fait, moi, ma question, elle porte simplement sur l'activité de construction de villas individuelles et de connaître, en fait, alors je comprends bien ce que vous me dites, hein, je comprends très bien le français, hein, vous parlez du bâtiment en général, moi je vous parle de la villa individuelle. Vous nous avez éclairé en entrée de réunion sur un client, une personne qui est embêtée par rapport à sa construction de villa, n'est-ce pas? Et c'est bien pour ça que cette réforme a été mise en place, hein, c'est ce que vous disiez en entrée de réunion. Donc ce que je demande, c'est quel est le montant de sinistres sur les 10 dernières années sur de la villa individuelle. Voilà. C'est pas forcément des chiffres que vous avez? Non, là comme ça, je ne peux pas vous dire. Par contre, sur l'ensemble de la construction, effectivement, on est à plusieurs centaines de millions. Je ne réponds pas à la question. Ben non, mais il ne peut pas répondre parce qu'il n'a pas les chiffres. J'ai un buzzer avec l'ensemble de toutes les réponses. On va reprendre. Ensuite, par contre, ce que je peux vous expliquer, c'est pourquoi les assureurs, bien qu'il y en ait quand même 2 sur le territoire qui couvrent les constructeurs de maisons individuelles. Et par contre, pourquoi d'autres ne veulent pas le garantir. Quand vous êtes constructeur de maisons individuelles, alors je ne sais pas si c'est votre cas, mais il y a une partie de vos confrères, en tout cas, qui ne réalisent pas eux-mêmes l'ensemble de la construction. Ils vont donc payer une entreprise ou un patenté pour couler la dalle. Puis ensuite, il va prendre un autre patenté pour réaliser telle ou telle opération. Il y a un certain nombre d'acteurs dans votre activité, finalement, qui ne construisent pas vraiment la maison. Ils vendent un concept avec l'ensemble clé en main, ce qui est très confortable pour le client. Mais dans l'analyse du risque que va faire l'assureur, finalement, il ne sait pas qui coule la dalle, il ne sait pas qui monte les murs, il ne sait pas qui monte la charpente, etc., etc. Donc ça fait partie de l'analyse que va faire du risque l'assureur. Par rapport à une entreprise qui fabriquerait l'ensemble d'une maison elle-même, évidemment, l'analyse sera différente. C'est juste un éclairage que je vous donne pour vous expliquer pourquoi certains assureurs, effectivement, ne couvrent pas cette activité-là. Je réponds juste... Rapidement, parce qu'il y a peut-être une dernière intervention après. Simplement pour la date de mise en œuvre. Tout à l'heure, on nous a expliqué que la réglementation était effective depuis le 1er juillet. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment les taux. On n'a pas d'informations sur la dommage ouvrage. Est-ce que c'est vraiment la déclaration d'ouverture de chantier qui va faire foi ou le contrat? Parce qu'aujourd'hui, en fait, on n'a pas les éléments pour mettre en application cette nouvelle assurance. Je vais continuer, alors, même si ce n'est pas directement lié à l'assurance. Là, effectivement, ce que dit la loi, c'est la date d'ouverture de chantier. Date d'ouverture de chantier. Il y a une intervention au fond? Oui, c'est encore moi. Un peu de répit pour M. Roche. Et ma question s'adresse plus à Jamil sur la mise en œuvre de cette réforme et la chronologie de la mise en œuvre. Moi, mon sentiment, c'est que tout a été applicable d'un bloc à une date donnée au 1er juillet. Et ma question se porte sur l'utilisation des matériaux que nous mettons en œuvre sur les chantiers. Aujourd'hui, à ma connaissance, très peu, pour ne pas dire aucun des matériaux que j'utilise et que j'achète à des importateurs locaux, des industries locales, non d'agrément RCNC.
ou ne serait-ce que des agréments provisoires, parce que si j'ai bien compris, il y a des agréments provisoires pendant une période transitoire de 3 ans. Et donc, comment est-on couvert? Que se passe-t-il en cas de sinistre, là, dans une opération que nous allons livrer dans un an? Supposez qu'il y ait un sinistre, on va me demander de produire les agréments RCNC des matériaux que j'ai utilisés et qu'il n'y a pas. Qu'est-ce qui se passe? Alors, moi, je trouve que tout a été en fait mis en œuvre d'un bloc à une date donnée, alors qu'il eût été plus logique d'échelonner un peu. Alors, la délibération qui couvre le champ de l'application des normes est de 2016. Donc il eût été logique effectivement qu'on ait des agréments bien avant. La réalité, on a voulu autrement. Et la réalité est complexe, on ne va pas l'évoquer ici, mais on pourrait faire cette table ronde sur ce sujet. On a signé ce matin 117 agréments provisoires. On en a encore une centaine, et donc on va les publier sur le même site, etc. Donc on se met effectivement en ordre de marche. L'agrément provisoire, c'est pour nous avoir une vraie cartographie déjà de ce que sont ces matériaux qui relèvent d'une mise sur le marché encadrée par une référence aux normes. Aujourd'hui, on en a très peu de données dessus. Moi, j'ai tablé sur un total de 200. J'attends pour voir. Bon, les importateurs, je ne sais pas s'il y en a ici, nous avaient dit qu'ils en avaient 1000. Pour l'instant, j'en ai encore aucun. Donc nous, en fait, plus les gens nous demandent des agréments provisoires, plus je saurais répondre à ta question. Là, aujourd'hui, on traite les demandes au fil de l'eau. Ça a été long pour recevoir les demandes d'agrément. Aujourd'hui, on les a. Le principe de réalité fait que le 1er juillet, les gens pensaient, oui, c'est vraiment le 1er juillet, mais... Et puis aujourd'hui, en fait, je pense que les gens ont admis le fait que la réforme est applicable. Et petit à petit, les choses se mettent en place. Les gens, c'est votre réforme, c'est pas la réforme du gouvernement, c'est une réforme qui a été faite avec toutes les parties prenantes. Et je pense qu'il y a eu des efforts de communication, probablement pas assez, mais on a communiqué autant qu'on a pu. Maintenant, c'est à vous de vous en emparer, c'est à vous de déclencher les processus d'agrément provisoire pour nous donner à nous une vision plus complète du panel des agréments définitifs qu'on aura à mettre en place, des référentiels techniques, de l'accompagnement, etc. La démarche est lancée. Si tout va bien, je pense qu'ils seront publiés au journal officiel, mais ils seront déjà publiés sur le site pour des questions de réactivité, probablement demain ou lundi. Voilà. Donc déjà 117, ça devrait t'aider, et puis les autres vont suivre. Allez, on a le temps de prendre encore une dernière intervention ou une dernière question. Il y a une dame là devant. Bonsoir. Je voudrais des précisions, s'il vous plaît, sur l'assurance dommage ouvrage, parce que pour l'instant, on est un peu dans le flou. On a commencé des chantiers avec des particuliers et des constructeurs disent à certains clients que c'est pas obligatoire. À lire le texte, c'est bien obligatoire et on n'a pas de taux pour l'instant. Le process avec les clients, il n'est pas très précis. Et donc, on aurait besoin d'informations à ce niveau-là. Je vais soulager un peu Emmanuel qui passe une soirée difficile. Et franchement, j'espère que vous avez un peu de compassion pour lui quand même, parce qu'il a eu le courage de venir. Et voilà. Et c'est très bien, et de répondre avec beaucoup de sang-froid et de calme. Simplement, l'assurance de dommages est obligatoire, comme l'assurance décennale. On a aussi, nous, beaucoup de questions. Il nous a été remonté des cahiers des charges d'un immense maître d'ouvrage public de la Nouvelle-Calédonie, dont je tairai le nom par charité, et qui a imposé aux gros œuvres de prendre l'assurance de dommages. Donc vous voyez que, et ça c'était cette semaine. Donc effectivement, on a encore beaucoup d'explications à faire. Donc l'assurance de dommages, c'est la démarche du maître d'ouvrage, ou si vous êtes, je ne sais pas, promoteur par exemple, du promoteur qui va faire l'intérim dans la démarche et qui lui va aller souscrire cette police d'assurance qu'ensuite il cédera au moment où il cédera le bien à son utilisateur final. Et la règle veut que l'assurance de dommages soit conclue avant la date, enfin au plus tard à la date d'ouverture de chantier. Si cette date d'ouverture de chantier est postérieure au 1er juillet, bien sûr, si c'est avant, l'assurance n'existait pas. Mais vous pouvez, elle n'existait pas, l'obligation n'existait pas, mais vous pouvez souscrire un contrat d'assurance de dommages, ne serait-ce que pour rapporter à votre client final le niveau de sécurité. Alors ça, je laisse la parole. Oui, il y a quand même des questions où il doit répondre. Hein. Alors, pour question pratique, comment fait-on ? Ce qu'il faut, effectivement, c'est... parce que c'est pas qu'un taux, l'assurance, même si ça traduit un coût pour vous, et je l'entends bien, c'est quels sont les éléments que va regarder l'assureur. L'assureur, il va demander, mais un peu comme ce qu'il faisait pour le contrat de chantier, donc la garantie longue durée, il va demander des études de sol, il va demander le rapport initial du contrôleur technique, il va demander évidemment le coût de la construction, les différents lots, quels sont les intervenants, il va demander les attestations d'assurance RCD de ces intervenants, puisque vous avez compris, il y aura un recours
peut-être éventuellement possible contre l'assureur en responsabilité civile décennale. Et suite à l'ensemble de ces éléments, effectivement, l'assureur va pouvoir vous déterminer un taux, il va vous communiquer un taux. C'est un petit peu comme la réponse que je faisais à madame pour son activité tout à l'heure. S'il n'y a pas un taux unique pour le coût du chantier, en gros, plus le chantier va être important et plus le taux lui-même va baisser, puisque l'assiette va être de plus en plus importante. Maintenant, si je peux donner un chiffre, mais qui vaut ce qu'il vaut, parce que ça va être une moyenne, on va être autour de 1,5% en dommage ouvrage. Mais ne retenez pas forcément ce chiffre pour l'ouvrage que vous allez vouloir assurer. On sera peut-être à 1,1, 1,2 et puis peut-être à 1,8, 1,9 parce que l'étude de sol, il y aura des réserves qui seront mises dessus. Le rapport initial du contrôleur technique, et puis en fonction de l'évolution du chantier, les rapports du contrôleur technique montreront que les réserves n'ont pas été levées. Et ça, c'est important pour l'assureur parce qu'une fois qu'on a délivré cette garantie, on doit pendant 10 ans la reconstruction de la maison si c'est un bien à usage d'habitation. Mais enfin, normalement, votre assureur est capable, si le dossier est complet, de vous communiquer les taux. En tout cas, je vois un de mes confrères dans la salle, on répond à des appels d'offres sur des dommages ouvrages actuellement. Ce qui est par contre souvent un petit peu long dans l'échange avec le client, c'est la constitution de ce dossier pour l'ensemble des pièces. Mais comme précédemment sur les garanties de longue durée, quand on garantit un immeuble pour une durée longue, avec la particularité de nos sols et des matériaux de construction, c'est vrai que l'assureur il demande un certain nombre d'informations pour pouvoir déterminer le taux de la garantie. Voilà, il y a beaucoup de choses, d'informations, de questions, d'interventions qui ont été faites. On va arrêter la soirée. Une toute dernière intervention, pas trop longue alors, s'il vous plaît. Rapidement, merci. En fait, la réforme, comme on l'a dit, elle est pertinente pour la bienséance des bâtiments en Calédonie. Néanmoins, elle apporte énormément de difficultés pour certains de l'appliquer. Ça va être plus ou moins facile en fonction des entreprises, de la structuration des entreprises, de comment elles ont géré dans le passif et dans le futur, comment elles ont prévu de gérer dans le futur. Moi, la question, c'était plus, pour revenir sur les sanctions, c'est le gouvernement, a priori, qui doit mettre en place les sanctions. On est d'accord qu'à l'heure actuelle, on a une loi qui a été votée et qui n'est pas encore appliquée par tous. La question, c'est combien de semaines ou de mois vont se passer avec une tolérance pour que chaque acteur puisse se mettre en conformité. Jamil Abdelaziz. Je ne sais pas répondre à une question qui laisserait penser qu'il y a des tolérances sur l'entrée en vigueur des lois de pays. L'entrée en vigueur de la loi de pays est complète et la loi de pays, c'est comme le code de la route, c'est le code civil, c'est le code des assurances, donc il s'applique sans qu'à mon avis, on puisse y donner des marges de manœuvre. Voilà. Mais l'objectif n'est pas d'aller sanctionner tout le monde, mais c'est de vous faire comprendre. Donc, comme je le dis souvent, je ne suis pas là pour vous convaincre, je suis là pour expliquer. Donc, on a été convaincus avant, le travail il est fait. L'entrée en vigueur de la loi, c'est le 1er juillet. On a eu plein d'événements, on peut parler du Covid, mais on peut parler, ça a été compliqué pour nous d'arriver à tout organiser, y compris avec les expertises métropolitaines nécessaires pour fournir les taux aux assureurs, il faut bien le comprendre aussi. Mais malgré tout, la loi est applicable. Les demandes, aujourd'hui, on a très très peu de demandes, de cas qui nous remontent à l'instance sur des personnes qui se retrouvaient en difficulté pour obtenir une assurance. Donc saisissez l'instance, au moins qu'on puisse avoir ces données. Aujourd'hui, j'ai 2 cas traités qui seront à l'ordre du jour de la prochaine instance. Donc faites remonter, encore une fois, faites remonter vos difficultés. Déjà, ça nous donnera une vraie cartographie, ça nous permettra d'agir. Mais de toute façon, il n'y aura pas de latitude sur l'application des textes. Les textes sont faits pour être appliqués. Nul n'est censé ignorer la loi. C'est un adage que chacun d'entre nous doit respecter. Et ce sera le mot de la fin de cette soirée. Alors, comme les intervenants étaient soumis au feu nourri de votre question, je crois qu'il est légitime de les remercier quand même pour les précisions qu'ils ont apportées, les réponses qu'ils ont essayé de vous donner. Voilà, on pourrait sans doute poursuivre encore longtemps la soirée, mais je crois qu'on va la clore en vous remerciant tous d'y avoir participé. Merci et bonne soirée à tous.